Si tu aimes mes résumés, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. L'histoire commence dans le royaume de Clays au nord-ouest. On rencontre notre héros, Nor, qui prépare des médicaments pour sa maman malade. Sa maman boit ce truc et elle est reconnaissante, félicitant Nor de toujours la soutenir. Nor lui dit qu'il va aller nourrir les moutons rapidement et sa mère lui demande de jurer qu'il ne sortira pas de la barrière. Il le fait et dit qu'il ramènera des fruits et de la viande de lapin pour faire de la soupe. Mais ensuite, sa mère commence à tousser comme une folle et Nor s'inquiète beaucoup. Il lui dit qu'il va faire bouillir de l'eau pour elle, mais sa mère l'arrête. Elle essuie la saleté du visage de son fils travailleur et, le cœur lourd, s'excuse de ne pas pouvoir lui donner grand chose. Elle lui dit qu'il mérite de choisir son propre chemin dans la vie. Ensuite, nous voyons Nor préparer sa soupe le soir avec la viande de lapin et les fruits qu'il a ramassés. Quand elle est prête, il la porte à sa maman. Il essaie de la réveiller, mais elle ne répond pas. Cela le touche profondément de découvrir qu'elle est partie. Alors, il creuse une tombe pour sa mère, juste à côté de l'endroit où repose son père, et pleure en silence. Après cela, Nor passe son temps à chasser pour se nourrir, à s'occuper de ses bovins, à garder sa maison en ordre et à lire quelques livres. Chaque jour passe avec lui s'en tenant à ses routines, et il se sent très seul quand il n'est pas occupé. Un jour, il tombe sur un vieux livre chez lui. En le lisant, il se souvient que c'est le même livre que son père lui lisait autrefois. Son père lui parlait d'aventuriers, comment il pouvait lever des malédictions dans des forêts effrayantes, étudier la magie pour devenir de puissants sorciers, s'associer pour abattre d'énormes monstres, et même obtenir un élixir guérisseur du roi des esprits. Peu importe la crise qu'il rencontrait, il se battait pour protéger les faibles, leur équipage, et détruire le mal. Tout cela a excité Nor, et il n'arrêtait pas d'embêter son père pour avoir plus d'histoires à leur sujet. Dans le présent, Nor se souvient que sa mère lui a dit de décider comment il veut vivre sa vie. Alors, il commence à penser à devenir aventurier. Le lendemain, il étale une tonne de nourriture pour son bétail, dit au revoir à sa mère et à son père, et leur fait savoir qu'il part en ville pour son premier voyage pour devenir aventurier. Avec un peu d'hésitation, il sort de la barrière autour de sa maison. Après des jours de voyage en solitaire, il arrive enfin à la ville. Il entre dans la ville et demande au garde de la porte de lui indiquer le chemin vers la guilde et il le dirige dans la bonne direction. Une fois en ville, il a des yeux grands ouverts comme un campagnard découvrant des choses folles pour la première fois et tout l'excite. Il se rend à la guilde des aventuriers, mais le maître de guilde essaie de l'écarter, disant que ce n'est pas un endroit pour les enfants. Mais Nor n'en démord pas. Il dit au maître de guilde que le gardien de la porte l'a envoyé ici. Le maître de guilde essaie de lui faire entendre raison, disant qu'il prend une décision stupide et que ses parents seraient très inquiets. Mais Nor lâche la bombe que ses deux parents sont déjà morts. Quand on lui demande son nom, il se présente. Le maître de guilde mentionne que Nor devrait commencer par aller à l'école de formation s'il veut devenir aventurier. Mais il le prévient que cela pourrait être difficile car ils n'ont jamais eu de candidat aussi jeune que lui. Nor demande de quoi il retourne au sujet de l'école de formation et le chef de guilde explique que tous ceux qui veulent rejoindre la guilde des aventuriers de la capitale royale doivent choisir une école de formation. Il devra choisir sa classe d'aventurier là-bas et s'entraîner, apprenant toutes sortes de compétences utiles pour devenir un véritable aventurier. Maintenant, Nor étant un campagnard, n'a aucune idée des compétences. Le maître de guilde lui explique, disant qu'il parle de techniques d'épée, de magie et tout ça. Cela excite Nor et la scène passe à lui dans une école d'entraînement d'épéistes. Il pense qu'il va être genre un héros capable de terrasser un dragon de la taille d'une montagne avec un seul coup. Il commence à s'entraîner à l'escrime et un par un, les autres étudiants commencent à débloquer des compétences d'épée impressionnantes. Nor continue de s'entraîner, mais il est un peu jaloux de les voir. Quelques mois plus tard, tout le monde progresse. Mais Nor a toujours du mal. Il continue de s'entraîner, mais son instructeur lui conseille d'arrêter. Nor veut continuer, mais l'instructeur le décourage, disant qu'il perdrait son temps. Selon l'instructeur, Nor est un perdant sans talent qui n'a appris qu'à parer. Il lui dit carrément de trouver un autre chemin et lui suggère de visiter d'autres écoles de formation pour découvrir son potentiel. Alors, Nor décide de tenter l'école des guerriers, pensant que c'est cool parce qu'il peut être en première ligne, protégeant son équipage. Il subit un entraînement intensif là-bas, mais ne fait toujours pas de progrès. Après avoir travaillé pendant plusieurs mois, son instructeur lui dit carrément de partir, car tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de se muscler un peu avec un renforcement physique. L'instructeur le prévient qu'il va finir par se tuer s'il continue sur cette voie. Donc Nor décide de tenter sa chance à l'école de formation des chasseurs, mais il échoue là aussi. L'instructeur lui dit carrément qu'il n'est pas fait pour les outils délicats comme les arcs. Nor ne se laisse pas décourager pour autant. Il tente sa chance à l'école de formation des magiciens ensuite. Mais même après tout cet entraînement, tout ce qu'il peut faire c'est lancer une faible flamme qui peut à peine allumer une fichue bougie. Il n'a pas encore fini pourtant. Nor se dirige vers l'école de formation des voleurs, mais peu importe à quel point il essaie, il ne parvient pas à maîtriser le désarmement des pièges, le crochetage des serrures ou la détection des présences. Il doit aussi abandonner cela.
C'est un échec après l'autre. Finalement, Nor tente l'école de formation de Claire, mais sans succès non plus. Après des mois de formation, tout ce qu'il peut faire, c'est un sort de guérison de base qui peut soigner quelques éraflures. Il retourne alors déçu à la guilde, et le maître de guilde est choqué d'apprendre qu'il n'a rien pu apprendre du tout, même après toute cette formation. Le maître de guilde lui dit franchement qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être un aventurier. Alors ce loser sans talent quitte la ville déçu, retournant chez lui. Il dit à ses parents qu'il n'a pas de talent pour l'aventure, mais il n'abandonne pas. Il est déterminé à essayer plus fort que quiconque. Il se fabrique une épée en bois, se rappelant ce que son instructeur d'escrime lui a dit sur sa seule compétence pouvant potentiellement se transformer en autre chose s'il continue de l'affiner. Il se concentre donc sur son habileté à parer, s'entraînant jour et nuit, y consacrant sa vie. Une année passe, et nous découvrons que Nor a entraîné sa compétence de parade pour dévier 10 épées à la fois. Il n'a pas encore développé de nouvelles compétences, mais il a l'impression d'avancer. 3 années de plus passent, et maintenant, il peut parer 100 épées à la fois, mais toujours pas de nouvelles compétences. Mais notre garçon ne lâche pas. Il continue de s'entraîner sans arrêt, cassant son épée dans le processus et guérissant ses égratignures avec sa faible compétence de guérison. Avance rapide de 10 années, et maintenant Nor peut parer 1000 épées à la fois. Il réalise qu'il n'a pas manqué un seul jour d'entraînement au cours des 14 dernières années, mais il n'a toujours pas appris la moindre nouvelle compétence. Le lendemain, Nor décide de retourner en ville. Et la scène coupe à lui à la guilde des aventuriers. Le personnel de la guilde examine ses compétences, parade, amélioration physique, lancer de pierre, pas léger, petite flamme et faible guérison. Elle se demande s'il est vraiment sûr de s'enregistrer avec ses compétences pas très impressionnantes. Elle commence à parler du système scolaire de formation et comment il peut améliorer ses compétences, mais Nor dit qu'il a déjà étudié sous tous ses enseignants. Cela met la fille dans l'embarras et elle ne sait pas quoi dire. Nor comprend la situation et réalise qu'il ne pourra pas rejoindre la guilde. Il se demande s'il n'y a vraiment aucun moyen pour lui d'entrer. Ensuite, le maître de guilde arrive, et il a du mal à reconnaître Nor, qui a bien grandi. Mais après un bon coup d'œil, il comprend. Nor raconte ce qu'il a fait pendant tout ce temps, et le maître de guilde n'arrive pas à croire qu'après tout cet entraînement, tout ce que Nor a gagné est une parade légèrement plus forte. La chef de la guilde explique à Nor que les aventuriers sont classés de S, le plus fort, à E, le plus faible. Pour s'inscrire comme aventurier de rang E, il faut avoir au moins une compétence utile, mais Nor n'en a même pas. Nor commence à penser qu'il pourrait être temps d'abandonner son rêve si c'est le cas. Mais le maître de la guilde lui dit que tout n'est pas encore perdu. Il mentionne qu'il y a un rang légendaire en dessous du E, que peu de gens connaissent. Nor est tout excité car il peut rejoindre comme aventurier de rang F, mais le maître de la guilde pose des conditions. Il dit que Nor ne pourra pas prendre de job de chasse ou de cueillette en dehors de la ville. Il ne pourra faire que des petits boulots à l'intérieur des limites de la ville. Il pense que Nor ne sera pas d'accord car c'est fait pour que les mendiants puissent mettre de la nourriture sur la table. Mais Nor accepte de rejoindre la guilde en tant qu'aventurier de rang F quand même. Le maître de la guilde est super surpris, mais il inscrit Nor quand il insiste. Nor est ravi d'obtenir sa carte d'aventurier et commence à accepter des petits boulots dans la ville. Il les termine un par un en utilisant ses compétences pas terribles et continue son entraînement à l'épée à côté. Les jours passent vite alors que Nor continue à donner un coup de main aux gens dans toute la ville. Un jour, il se détend près d'un feu et il réalise. Il vit enfin son rêve de devenir un aventurier qui aide les autres. Il sait que ses compétences ne lui rapporteront pas grand chose de plus, alors il continue à faire des petits boulots dans la ville. Un jour, il se propose pour aider une vieille dame à nettoyer ses canalisations sales et elle lui est très reconnaissante pour son aide constante. Ensuite, il décroche un emploi sur un chantier de construction, et quand il termine son travail, il repère une lueur provenant d'une grotte accompagnée de cris de détresse. Nor se précipite vers la grotte aussi vite qu'il peut, et voit un minotaure sur le point d'attaquer une fille. Il s'avère qu'elle a des chevaliers qui essaient de la protéger, mais franchement, ils n'ont aucune chance contre cette gigantesque bête. Le monstre anéantit le capitaine des chevaliers d'un seul coup, puis procède à massacrer les autres comme s'il écrasait des insectes. Le sang inonde toute la zone et la fille est complètement horrifiée. Le Minotaure fixe son regard sur la fille, mais Nor utilise sa compétence de lancer de pierre pour attirer l'attention du monstre sur lui. Le Minotaure commence à poursuivre Nor, se jette sur lui, mais il parvient à parer son attaque. Le Minotaure continue de l'attaquer et Nor continue de parer chaque attaque. Mais à chaque coup, son épée en prend un coup. Nor sait qu'il doit trouver une ouverture, mais il sait aussi qu'il n'a pas les compétences offensives pour abattre le Minotaure, même s'il en trouve une. Il remarque que la fille est toujours là et quand le Minotaure essaie de l'attaquer à nouveau, il utilise sa compétence de pas de plume et se précipite pour la sauver, détruisant son épée dans le processus. Il se dit que même s'il ne peut pas être l'aventurier de haut niveau, il doit assurer pour la fille juste devant lui. Il se souvient des paroles de son vieux père sur le véritable sens d'être un aventurier. Le Minotaure l'attaque à nouveau, mais Nor part le coup comme un chef. Cette fois, la hache du Minotaure lui échappe des mains et boum, la hache décapite le monstre. Nor se rend compte que si le combat avait duré plus longtemps, il serait 6 pieds sous terre, ce qui lui rappelle à quel point il lui manque de talent. La fille le remercie de lui avoir sauvé la vie et lui demande son nom, mais Nor dit qu'il ne vaut pas la peine d'être retenu et s'en va. Quelques chevaliers arrivent pour secourir la fille et nous voyons Nor de retour en ville.
Il n'arrive pas à croire qu'il a failli se faire avoir par une vache errante dans les rues et il est déterminé à s'entraîner encore plus dur. Peu de temps après, une équipe de nettoyage vient pour déplacer le Minotaure ainsi que tous les gens qui sont morts en essayant de le combattre. Et la princesse Lyn se sent vraiment coupable de toutes ces morts. Juste à ce moment-là, son chevalier Ins arrive en courant et s'excuse de ne pas être resté à ses côtés quand elle est entrée dans ce fichu donjon, car c'est son travail de protéger Lyn. Mais Lyn lui dit que ce n'est pas du tout sa faute, c'était juste une épreuve basique pour la succession au trône, donc cela n'aurait pas de sens de forcer son chevalier à l'accompagner. Juste à ce moment-là, un autre chevalier dit à Lyn qu'ils vont bientôt retourner au château, parce que Lord Rhyn veut discuter avec elle, et elle sait déjà de quoi il va s'agir. De retour au château, Lord Rhéan venait de finir de parler à Lyn, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais rien de tout cela n'avait de sens pour lui. La seule façon pour qu'un Minotaure puisse se retrouver dans cette partie du donjon est que quelqu'un l'ait directement invoqué par magie, et le chevalier est d'accord avec cette supposition. Il pense que tout l'incident a un rapport avec le marchand retrouvé mort sur les lieux avec la bague, et quand ils ont vérifié, ils ont réalisé que la pierre magique dans la bague avait un niveau de pureté incroyablement élevé, quelque chose qu'on ne voit normalement pas sur le marché. Un Minotaure, c'est pas une blague, c'est un démon de niveau A, donc aucun riche type au hasard ne pourrait simplement acheter quelque chose qui peut en contrôler un. De plus, le blason sur la bague suggère qu'elle provient de l'empire magique de Doritas, donc Rhéan pense que les gens de Doritas sont derrière tout ça parce qu'ils ont toujours eu des problèmes avec lui. Mais même dans ce cas, le fait qu'ils aient carrément essayé d'assassiner Lyn et qu'ils n'ont même pas pris la peine de se débarrasser des preuves, ça doit vouloir dire qu'ils essaient de pousser Rhéan à déclencher une guerre pour pouvoir... D'après les rapports, ce gars a réussi à battre le Minotaure en quelques secondes avec juste une épée cassée. Et en plus de ça, les espions du château ont essayé de le suivre quand il partait, mais ce gars a disparu sous leurs yeux. Rhéan n'arrive pas à croire ce qu'il entend, alors il est super curieux de découvrir qui est ce guerrier mystérieux. Pendant ce temps, Nor est simplement revenu à la guilde et le maître de la guilde a l'air très surpris parce qu'il pensait que Nor était mort. Il a entendu parler d'un démon apparaissant dans le donjon, et ce truc était juste à côté du chantier où Nor travaillait, alors il s'est dit que Nor avait dû y passer. Nor s'excuse d'avoir causé de l'inquiétude, et explique qu'il avait quelques types louches à ses trousses la nuit dernière, alors il a dû les semer et est rentré chez lui sans rapporter ce qui s'était passé. Le maître de la guilde dit que Nor a de la chance d'être en vie parce qu'un Minotaure, c'est un... Nor n'a toujours pas compris que le maître de guilde parlait de la même créature qu'il a tuée. Alors il demande ce qui est arrivé à ce démon et le maître de guilde lui dit qu'un type mystérieux l'a abattu. Nor ne fait toujours pas le lien et continue simplement de rapporter les missions qu'il a terminées aujourd'hui. Le maître de guilde lui remet son paiement mais lui rappelle qu'il ferait mieux de trouver un travail normal parce qu'il gagnerait plus d'argent comme ça. Mais Nor ne se soucie pas du tout de l'argent tant qu'il peut être un aventurier. À ce moment-là, Lyn se faufile derrière Nor et dit qu'elle est vraiment contente de l'avoir enfin trouvé. Elle s'excuse d'avoir envahi sa vie privée, mais elle voulait vraiment le rencontrer à nouveau, alors elle a utilisé sa compétence de détection à longue distance pour le retrouver. Ne supposant pas qu'elle doit être une aventurière de classe voleur, si elle a une compétence de détection, mais Lyn dit qu'elle est en fait une magicienne. Elle a juste des compétences dans toutes sortes de classes, même si elles sont basiques. Le maître de guilde et les autres membres de la guilde commencent à reconnaître Lyn, donc elle demande si elle et Nor peuvent parler dehors. Mais avant qu'ils puissent partir, le maître de guilde attrape Nor et demande ce qu'il a bien pu faire pour que Lyn veuille lui parler. Nor dit qu'il n'a rien fait d'illégal, donc il n'a pas de problème. Alors le maître de guilde lui dit d'aller avec l'un et de s'assurer qu'il ne fasse rien de stupide. Dehors, Lyn utilise une de ses compétences pour se cacher elle-même et Nor afin que personne ne puisse les voir, et une fois qu'il trouve un endroit isolé, Lyn s'excuse encore d'avoir dérangé Nor, sachant qu'un gars avec son pouvoir a probablement beaucoup à gérer. Nor dit que tout va bien et Lyn commence par le remercier encore une fois pour ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas seulement sauvé sa vie, mais il a aussi sauvé tout un tas de gens dans le pays. Norian pense qu'il mérite tout ce battage médiatique parce que tout ce qu'il a fait, c'est abattre une vache. En fait, il est presque sûr que Lyn aurait pu s'en sortir toute seule s'il n'était pas venu. Aucune idée de comment il est arrivé à cette conclusion quand il a vu cette même vache tuer un groupe de chevaliers. Alors l'un essaie de lui faire comprendre qu'elle serait 6 pieds sous terre s'il n'était pas venu la sauver. Nor ne pense toujours pas qu'il s'est fait beaucoup pour l'aider, mais il accepte ses remerciements. Mais ensuite, Lyn parle de lui offrir une récompense pour exprimer sa gratitude pour son aide. Nor lui dit franchement qu'un simple merci est tout ce dont il a besoin, alors elle n'a pas besoin de lui donner autre chose. Lyn n'arrête pas d'insister pour donner une récompense à Nor, et maintenant son vieux veut le rencontrer aussi, mais Nor ne veut absolument aucune récompense. Lyn essaie une fois de plus de le faire accepter, mais Nor tient bon avec sa politique de non-récompense. Lyn devient désespérée, demandant s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour lui, ou si elle peut même lui obtenir son propre territoire, mais Nor dit juste qu'il ne veut rien de tout ça.
Lynn commence à pleurer et dit à Nor qu'il doit accepter sa gratitude. Et elle ne bougera pas d'ici jusqu'à ce que Nor dise qu'il acceptera quelque chose d'elle. Nor se souvient d'une fois où il a fait la même scène pour convaincre un clerc de le former, et parce qu'il ne veut pas que Lynn reste ici pendant des heures, il finit par accepter de rencontrer son père, mais il ne veut toujours pas de cadeaux extravagants. Lynn est super contente d'entendre ça, alors elle dit que Nor devrait rester près d'elle et qu'elle utilisera ses compétences de dissimulation pour s'assurer que personne ne les voit. Finalement, Nor est amené chez Lynn, et lorsqu'il entre, Lynn lui demande son nom, que Nor est heureux de fournir. Mais Nor ne sait toujours pas qui est Lynn, alors elle s'excuse d'avoir été impolie et se présente directement comme Lindbergh Claes. Mais ouah, ce nom est beaucoup trop long, alors elle se fait habituellement appeler Lynn. Une fois que Nor découvre cette maison, il comprend enfin pourquoi Lynn ne plaisantait pas au sujet de sa richesse. Tout s'explique pourquoi le maître de la guilde était en sueur à l'idée qu'il se ridiculise. Pendant qu'il se promenait, il tombe sur Inès et Lynn est super contente de la voir. Alors elle court et demande où est son père. Inès lui dit qu'il est en réunion avec Ryan en ce moment, donc il est un peu occupé. Mais à part ça, elle est curieuse à propos du type debout là-bas. Lynn explique que Nor est celle qui lui a sauvé la vie. Alors Inès dit qu'elle les mènera au vieil homme de l'Inde. Nor n'a jamais entendu parler d'un chevalier royal, donc il suppose qu'Inès doit être une sorte de chevalier fait maison, l'un de ces types qui aime porter une armure pour une raison étrange. Il remarque aussi qu'Inès ne l'aime pas trop, mais il ne sait pas pourquoi. Pendant qu'il se balade, il croise un type assis près de la fenêtre. Dès qu'il les voit, il se lève et demande ce qu'Inès fabrique et qui diable est ce type inconnu. Inès dit à Gilbert de ranger sa foutue lance parce que Nor est l'invité de l'un et ce n'est pas cool de pointer des armes sur des invités. Gilbert comprend que Nor doit être le type qui a sauvé la vie de Lynn, alors il baisse son arme. Inès lui demande de les rejoindre dans la pièce car elle pourrait utiliser tout le soutien. Gilbert a déjà un mauvais pressentiment à propos de Nor, et Nor peut sentir que ça ne va pas bien pour lui à ce rythme, mais il continue de marcher. Dans la salle du trône, le roi est en pleine réunion avec Rhéan, et il est très en colère parce qu'il est clair que Duretus ne se soucie pas d'honorer leur traité de paix. On n'attendait pas ça depuis la dernière réunion avec le roi de Deridas, quand il a carrément exigé qu'il cède les droits du donjon. Évidemment, la demande a été rejetée, mais depuis lors, le roi de Deridas complote leur chute. Juste à ce moment-là, Lynn et l'équipage arrivent dans la salle du trône, et Lynn, tout excitée, va saluer son frère et son père. Ince et Gilbert s'agenouillent pour montrer du respect pour le roi, mais Nor continue simplement à marcher. Rhéan remarque que Lynn porte ce manteau de déguisement, ce qui signifie qu'elle a dû sortir en cachette, mais elle dit qu'elle n'avait pas d'autre moyen de trouver l'homme qui l'a sauvée. Le roi réalise qu'elle parle de Nor, et Nor s'excuse d'être arrivé tout débraillé, mais Lynn insiste pour venir ici dès que possible. Il mentionne également qu'il n'est pas un aristocrate élégant ni rien, donc il n'est pas familier avec toutes les bonnes manières pour ce genre de situation. Il pourrait accidentellement dire quelque chose de déplacé, mais le roi lui dit que ce n'est pas grave parce qu'il est plus facile de parler sans se soucier des formalités. Le roi tend la main à Nor et le remercie formellement d'avoir sauvé la vie de Lynn. Nor écarte cela en disant qu'il n'y a pas de quoi, donc un simple merci suffit. Mais le roi ne laisse pas Nor s'en tirer sans une récompense appropriée. Il dit à Nor qu'il peut demander n'importe quelle somme d'argent ou de terre qu'il veut, mais Nor ne veut toujours rien. Le roi est surpris, mais il surenchérit en offrant à Nor la moitié de tous les trésors qu'ils ont pris du donjon. Rhéan pense qu'une récompense comme ça, c'est vachement trop pour être donné à un seul gars, mais Nor ne le sent toujours pas. Le roi ne sait pas quoi offrir à Nor parce qu'il refuse tout, alors il va à son trône et prend l'épée accrochée dessus comme cadeau pour Nor. Rhéan ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner une épée si précieuse, mais le roi dit que c'est pas grave parce qu'il ne l'utilise plus et personne ne le saura tant qu'il la remplace par une fausse. Il la tend à Nor et dès qu'elle est dans la main de Nor, il sent à quel point elle est lourde. À la réaction de Rhéan, Nor peut dire que cette épée vaut une fortune et il n'est pas prêt à accepter des cadeaux extravagants. Mais le roi dit que c'est juste quelque chose qu'il a appris à l'époque où il faisait des aventures, donc c'est bon que Nor le prenne. Nor est d'accord, alors le roi lui demande de faire un essai. Nor joue le jeu et balance l'épée dans l'air, libérant une force incroyable et surprenant tout le monde autour. Le roi félicite Nor pour avoir balancé l'épée d'une seule main, mais il a aussi une demande. Il veut que Nor aide Lynn à apprendre comment devenir une aventurière. Mais Nor dit qu'il n'y a rien qu'il puisse apprendre à quelqu'un d'aussi talentueux que Lynn, et d'ailleurs, Nor pense que Lynn devrait être celle qui décide une chose pareille pour elle-même. Après ça, Nor se dit qu'il est temps pour lui de partir, et alors qu'il s'en va, il réalise quelque chose de spécial à propos de son épée. Elle a la forme parfaite pour s'adapter aux gouttières qu'il nettoie habituellement, alors il va l'essayer demain matin. Avant de partir, Ince arrive et dit qu'elle veut discuter. Tout d'abord, elle s'excuse pour son comportement impoli plus tôt car c'était complètement injustifié, mais Nor dit qu'il ne s'en soucie pas du tout. Son travail est de protéger la famille Claes, quoi qu'il arrive, donc elle est super reconnaissante à Nor d'avoir sauvé la vie de Lynn. Et pour montrer sa reconnaissance, elle promet d'aider Nor s'il a besoin d'aide. Nor ne veut pas discuter longtemps de cela, alors il accepte simplement son offre
et dit qu'il la contactera s'il a besoin de quelque chose. Par ailleurs, Ince avertit aussi Nor qu'il ferait mieux de ne pas parler au roi de manière aussi décontractée à nouveau, parce que même si le roi a laissé passer cette fois, elle ne laissera pas ce manque de respect passer la prochaine fois. Nor dit qu'il a compris donc Ince est de bonne humeur et lui demande son nom. Lorsqu'elle entend que son nom est Nor, elle semble très choquée. Nor demande s'il a encore fait quelque chose de mal, mais Ince dit que ce n'est rien et part. Nor est sur le point de s'en aller, mais il est arrêté par Gilberte qui veut se battre et le défie à un combat. Gilberte conduit Nor à travers un couloir et Nor se demande où ils vont. Parce qu'il veut juste retourner au travail, mais à sa surprise, Gilberte l'emmène dans une arène d'entraînement pour un duel simulé entre eux. Cela choque Nor car il n'a pas combattu avec quelqu'un depuis ses jours à l'école de formation. Gilberte attrape ce bâton en bois pour s'entraîner et révèle qu'il est super célèbre dans la capitale, puis demande à Nor de choisir son arme aussi. Nor voit cela comme une super occasion d'apprendre d'un vétéran, alors il choisit une épée en bois ordinaire. Il sait qu'il ne sera pas vraiment à la hauteur de Gilberte, mais il va quand même donner tout ce qu'il a. Gilberte fait le premier mouvement en lançant son bâton vers Nor, mais Nor esquive ça avec aisance. Il peut voir à quel point les mouvements de Gilberte sont fluides et efficaces, montrant tout l'entraînement qu'il a fait. Mais pour une raison quelconque, il semble à Nor que Gilberte bouge au ralenti. Il se dit que Gilberte retient juste sa force parce qu'il est un débutant comme lui. Nor demande une pause et dit à Gilberte d'arrêter de se retenir autant. Alors Gilberte décide de devenir sérieux avec lui. Il augmente l'intensité, mais ce n'est pas assez rapide pour submerger Nor. Chaque fois que Gilberte rate une attaque, Nor trouve des ouvertures dans sa défense. De l'autre côté, Gilbert commence à être frustré parce qu'il n'arrive pas à toucher Nor. Alors il sort une attaque complexe, changeant sa trajectoire à la dernière seconde pour essayer de surprendre Nor. Il force Nor à sauter et prévoit de le frapper dès qu'il atterrit, mais bon sang, Nor esquive aussi cette attaque. Il dit à Gilberte d'accélérer le rythme parce qu'il se sent à l'aise avec l'intensité actuelle. Cela pique l'ego de Gilberte parce qu'il donnait déjà tout. Nor commence à réaliser qu'il pourrait en fait être plus fort que Gilberte, mais de nulle part, le garde d'élite sort son coup spécial et le vise sur Nor. L'attaque passe dangereusement près, mais quand la poussière retombe, Nor ne se tient plus devant Gilberte. Il a esquivé ce truc et s'est déplacé sur le côté. Mais après avoir vu la destruction causée par l'attaque de Gilberte, Nor dit qu'il ne veut plus se battre. Nor sort du palais avec ça, mais ses compétences impressionnantes font parler les autres chevaliers. Ils n'en reviennent pas qu'il ait esquivé l'attaque spéciale de leur capitaine. Certains pensent que Nor a survécu uniquement parce que Gilberte utilisait une lance d'entraînement. Sinon, ils croient qu'un génie comme lui pourrait vaincre n'importe qui. En entendant ces mots, Gilbert, déprimé, se remémore le passé. Ce type a toujours eu un talent fou avec une lance et a voyagé dans tout le royaume, affrontant des adversaires puissants et les terrassant. Personne ne pouvait même s'approcher de le défier et ça l'ennuyait à mourir. Alors il se rend à la capitale et rejoint les chevaliers, espérant combattre des monstres parce qu'ils sont plus forts que les humains. Mais même les monstres ne sont pas à la hauteur de sa force et de son habileté, et l'ennui continue de le ronger. Puis un jour, alors qu'il se la coule douce, le maître de l'école d'escrime se pointe. Ce type était celui qui avait formé Gilbert à l'époque. Gilberte se plaint de l'ennui d'être si fort et souhaite qu'il y ait plus de gens aussi forts que le maître pour qu'il puisse s'amuser à se battre. Le maître lui dit simplement qu'un jour, un de ses élèves le surpassera et Gilbert espère que ça arrivera de son vivant parce que ce pourrait être le seul moyen de guérir son ennui. Maintenant, alors que Gilbert pense au type qui a mis KO un minotaure d'un seul coup, son esprit est partout. Dès le début, il savait que Nor était un type intéressant, mais il ne pouvait rien percevoir de remarquable dans sa force. Mais quand ils se sont entraînés, il a réalisé que Nor était bien plus fort qu'il n'en avait l'air. Quand Nor lui dit de passer à la vitesse supérieure, Gilbert sort son attaque spéciale, plus rapide que le son, sachant pertinemment qu'aucun humain ne pourrait survivre à ça. Mais Nor esquive l'attaque et Gilbert se sent carrément vaincu. Et en plus, Nor met fin au combat là. Gilberte pense que Nor l'a fait pour lui éviter de se ridiculiser devant les troupes. Et avant de partir, Nor lui dit qu'il a hâte de leur prochaine rencontre, ce qui est sa façon de dire « deviens plus fort ». Maintenant, Gilberte pense qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui peut rendre sa vie un peu plus amusante. D'un autre côté, Nor n'a aucune idée à quel point Gilberte le loue. Il a utilisé ses compétences de renforcement du corps et de pas de plume pour esquiver l'attaque ultime de Gilbert à la toute dernière seconde. S'il avait été une seconde en retard, il aurait été fichu. Nor pense que Gilbert a délibérément ajusté la vitesse de ses attaques pour que Nor puisse à peine l'esquiver. Il est reconnaissant envers Gilbert de lui avoir montré qu'il a encore beaucoup d'entraînement à faire. Le lendemain, Nor commence à frotter les canalisations avec l'épée épique qu'il a reçue du roi, et il est stupéfait de voir à quel point cette épée est incroyable. Plus tard, il se détend dans la forêt, parce que son travail sur le chantier a été suspendu après tout l'incident avec le Minotaure. Il essaie de trouver comment passer le temps jusqu'à ce que le travail reprenne. Et il essaie aussi de mettre cette énorme épée à bon d'usage. Il pense peut-être qu'elle pourrait être une pagaie géniale, ou une pelle à pizza, ou même une plaque de grill. Mais bon sang, il n'a pas les ressources pour lancer ses entreprises.
Alors, il essaie de sortir sa magie de feu, mais c'est vraiment nul pour allumer un barbecue. Puis, il entend des pas s'approcher derrière lui, et il se retourne pour voir Lin qui le cherche exprès. Nor demande comment il peut l'aider, et Lin demande à être son apprenti pour apprendre de lui tout en le servant. Elle est toute prête à faire tout ce qu'il veut, mais Nor met fin à ça très vite. Il lui dit qu'il ne peut rien lui apprendre parce qu'il est autosuffisant en tout. Lin essaie de le tenter avec de l'argent pour sa formation, mais Nor précise qu'il ne veut rien. Elle insiste, disant qu'elle doit lui être utile, mais Nor n'arrive pas à la convaincre. Alors, Lin décide de prouver sa valeur en montrant ses pouvoirs magiques. Elle invoque des lances de glace et les lance sur elle-même, puis les brûle carrément avec un puissant sort de feu. Ensuite, elle abat un arbre massif avec un petit poignard en utilisant une compétence folle, puis elle sort un coup d'épée magique pour faire exploser un arbre derrière Nor. Elle pense que Nor va l'accepter comme son apprenti après cette démonstration impressionnante, mais il n'est toujours pas d'accord. Il finit par réaliser que Lin lui accorde beaucoup trop de crédit et il se demande comment diable il va lui faire comprendre qu'il n'est rien comparé à elle. Nor décide de montrer ses compétences et crée cette petite boule de feu pour prouver à Lin qu'il est un perdant. Et là, Lin est super choquée quand elle la voit. Elle commence à rentrer chez elle avec ça en tête, pensant à l'histoire du garçon sans talent que tous les professeurs racontaient. À l'époque, Lin pensait juste que c'était une histoire de mise en garde parce qu'elle n'a jamais cru qu'un garçon de 12 ans pouvait supporter l'entraînement brutal des 6 écoles pendant tout un trimestre. Même les guerriers chevronnés avaient du mal à tenir aussi longtemps. Mais un jour, le plus redoutable magicien qui dirige l'école de magie lui montre sa petite compétence de feu, puis il l'amplifie carrément pour montrer sa maîtrise. Ce magicien lui dit qu'il faut des décennies de travail acharné pour faire grandir cette petite compétence de flamme. C'est pourquoi, quand Nor montre à Lin son petit feu aujourd'hui, elle reste sans voix parce que ce truc est bien plus grand que celui du plus mauvais magicien du monde entier. Il lui dit que c'est tout ce qu'il peut faire et que ses compétences dans d'autres domaines sont au même niveau. Seule Lin sait que la taille de ce petit feu en dit long sur la capacité de Nor et elle se dit qu'il est aussi un maître dans les autres branches. Maintenant, elle se sent super honteuse parce qu'elle était toute fière de ses compétences de haut niveau qu'elle venait d'apprendre. Elle réalise que même si Nor est bien plus fort qu'elle, il ne se vante jamais de son pouvoir. Le mec s'occupe même des tâches les plus basiques pour aider les autres. Elle pense que l'esprit et le caractère de Nor sont aussi forts que son corps et rien ne va l'ébranler. En tant que princesse, elle devra diriger le royaume aux côtés de son frère un jour et elle doit être forte. Elle veut apprendre à être forte de Nor, alors elle le contacte à nouveau quand il sort d'un restaurant après avoir mangé. Lin lui dit qu'elle comprend pleinement à quel point elle était immature et vaniteuse. Et maintenant, elle est encore plus motivée pour apprendre de lui. Elle croit que sa force sera le fondement de la paix et de la prospérité de leur royaume. Alors, elle l'a accepté comme son maître. Mais Nor est vraiment troublé par cela, et il veut juste partir et rentrer chez lui. La scène passe à Rin, qui se demande pourquoi son père remettrait l'épée noire à un type quelconque. Il explique qu'à l'époque où son vieux partait à l'aventure, il s'est plongé dans le labyrinthe des perdus avec les gros bonnets pour s'emparer de cette épée après des années de manœuvres risquées. Cette lame est fabriquée à partir de matériaux jamais vus auparavant, plus résistants que l'orichalque et le mithril. Comme aucune compétence ou astuce ne pouvait même l'égratigner, elle a acquis la réputation d'être la lame indestructible. Le vrai mystère était comment elle s'est retrouvée dans un état aussi abîmé. Rin pense que ce n'est pas quelque chose que l'on jette négligemment. Il pense que son père a dû remarquer les mauvaises ondes qui envahissent la Terre. Il pense que le vieil homme a dû parier sur ce type, pensant qu'il pourrait être leur atout contre ce qui se prépare. Ensuite, on voit Nor prendre une bouchée à un stand de nourriture, se détendre avec Lin, il vérifie si elle est à l'aise d'être ici, et elle l'est. Nor mentionne qu'il pense aller à la guilde après avoir mangé, et elle est d'accord, l'appelant son maître. Nor est déconcerté par cela, se sentant indigne de ce titre. Plus il essaie de clarifier, plus il s'enfonce. Pendant qu'il mange, il se dit qu'elle devrait remarquer qu'il est juste ordinaire quand elle verra les petits boulots qu'il fait. Coupé à lui à la guilde. Et le maître de guilde est surpris de le voir avec Lin encore une fois. Discrètement, il demande à Nor ce qui se passe. Et Nor dit que c'est compliqué. Le maître de guilde sent que Nor n'est peut-être pas prêt à en parler, alors il évite le sujet. Mais Nor dit qu'il doit en parler parce que même lui n'est pas clair sur la situation. Le maître de guilde laisse tomber, pensant que Nor est là pour un travail, et Nor demande quelque chose pour un duo. Le maître de guilde explique que puisque Lin est une aventurière de rang B, il pourrait accepter une quête de chasse aux gobelins en dehors de la ville s'ils font équipe. Nor est enthousiaste d'entendre cela, se rappelant que les gobelins sont comme des mannequins d'entraînement pour les aventuriers. Il est choqué de pouvoir accepter un tel travail, se sentant excité, mais il se demande si c'est correct de s'appuyer sur le rang de Lin de cette manière. Il pense que ce serait peut-être trop égoïste de lui demander de faire équipe avec lui, surtout après lui avoir dit de partir auparavant. Et il n'est même pas sûr que Lin voudrait s'associer avec un faible comme lui. Lin demande si tout va bien, et Nor se demande si ça lui va qu'il s'appuie sur son rang. Lin est totalement d'accord, disant qu'il peut utiliser tout ce qu'elle a. Nor se sent toujours un peu coupable de dépendre d'une jeune fille comme elle, mais il est excité de finalement poursuivre un de ses rêves, alors il se prépare à partir à la recherche de ses gobelins.
Le maître de guilde lui rappelle qu'il n'a même pas dit où se trouvent les gobelins, alors il revient. Le maître de guilde donne le feu vert pour la mission, en avertissant Nor de rester vigilant, car les gobelins peuvent être faibles, mais ils ne sont pas à prendre à la légère. Nor acquiesce, et le maître de guilde leur indique l'endroit des gobelins. Il leur dit de compter leurs victimes à leur retour, et de ramener les oreilles droites comme preuve, sinon ils ne seront pas payés. Lynn remarque que les gobelins se détendent dans la forêt des bêtes. Le maître de guilde mentionne qu'ils ont été rares dernièrement, donc s'ils échouent, ils peuvent cueillir des herbes à la place. Ils comprennent et partent pas pour la quête. Scène suivante, ils sont aux portes de la ville, font vérifier leurs papiers par les gardes et obtiennent le feu vert pour quitter la ville. Ensuite, ils se dirigent vers la forêt des bêtes et Nor remarque que cet endroit n'a rien à voir avec les bois du sud auxquels il est habitué. Il pense même que les arbres sont dopés ici, et Lynn lui explique que tout l'écosystème est différent aussi. Nor lui demande ce qu'il en est des gobelins, et elle explique qu'ils mangent principalement des fruits et des petites bêtes, mais qu'ils n'hésitent pas à se battre avec les gens. S'ils ne sont pas contrôlés, ils se reproduisent comme des fous, et quand ils ont faim, ils attaquent les endroits humains. C'est pourquoi la capitale envoie des aventuriers pour réguler leur nombre. Mais l'ambiance de la forêt convient aux gobelins, donc ils ne peuvent pas tous les éliminer. Elle explique que cet endroit a des plantes et des créatures rares, ce qui en fait un lieu prisé pour les débutants qui veulent gagner de l'argent. Nor comprend, et Lynn est contente d'avoir bien expliqué, pensant qu'il l'a testé. Nor voit que Lynn a autant d'intelligence que de force, et il a l'impression de ne pas avoir grand chose à lui apprendre. Il s'enfonce plus profondément dans la forêt et une légère brume les entoure. Plus tard, Lynn utilise sa compétence de détection pour repérer des gobelins, mais elle ne trouve rien, ce qui est étrange car ils en rencontrent habituellement à ce stade. Elle se dit que la rumeur sur la diminution des gobelins pourrait être vraie. Puis elle ressent quelque chose de plus profond dans les bois. Elle suggère qu'ils enquêtent, et ils s'enfoncent encore plus dans la forêt. L'endroit devient plus sombre avec toutes les plantes épaisses autour. Lynn explique à Nor que ce type de terrain est propice aux gobelins. Soudain, elle a l'air choquée, et Nor demande ce qui ne va pas. Elle révèle que ce qu'elle a senti était juste devant eux, mais maintenant, pouf, c'est parti. Nor pense que cela pourrait être un monstre malade qui a crevé tout seul, ce que Lynn admet être possible, mais il décide de vérifier quand même. Il ne trouve rien par terre, mais Nor aperçoit un cadavre de gobelin flottant dans les airs. Lynn sent des ennuis et lance son sort de révélation, et mince, ils découvrent un empereur gobelin massif caché. Lynn essaie d'identifier la bête, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Nor intervient en pensant que c'est juste un gobelin, choqué de voir à quel point il est plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il n'arrive pas à comprendre comment ces créatures sont censées être les monstres les plus faibles, alors que celle-ci le fixe avec sa peau verte, ses deux jambes et son regard méchant, exactement comme les gobelins sont connus pour. Il n'arrive pas à croire que les aventuriers considèrent cela comme de la petite bière, remarquant que Lynn tremble. Il se dit qu'elle est encore novice dans le domaine du combat, malgré ses compétences, donc c'est compréhensible. Lynn, cependant, sait que c'est un empereur gobelin, une sous-espèce du roi gobelin, un monstre de haut niveau. Elle explique que ces monstres sont fabriqués par l'homme, né de recherche interdite. Celui-ci peut dévorer ses semblables, absorbant leur mana pour monter de niveau. Nor n'y comprend rien, disant à Lynn de ne pas s'inquiéter puisque ce n'est qu'un gobelin. Elle se demande si Nor avait prévu cela, et c'est pourquoi il est venu, alors elle se souvient de sa réaction étrange lorsque les gobelins ont été mentionnés, puis Nor propose qu'ils abattent cette bête ensemble. Lynn est partante, et ils se préparent pour l'affrontement. Le monstre continue de les attaquer avec des coups d'arbre, mais Nor part habilement les frappe. Il frappe à nouveau, mais Nor dévie l'un des arbres avec sa parade. Cela donne à Lynn l'occasion de lancer des sorts de coupe-vent et de danse des glaçons, mais le monstre est trop rapide pour qu'elle puisse le toucher. Nor commence à se demander si les gobelins sont naturellement aussi rapides. Ensuite, le gobelin lance un arbre sur Lynn, mais Nor saute pour la sauver en le déviant. Plus d'arbres volent vers lui, mais il parvient à les parer aussi. Lynn remarque que les blessures du monstre guérissent rapidement, surprise par la vitesse de récupération de l'empereur gobelin. En apercevant une pierre de mana sur son front, elle réalise que c'est la source de sa guérison extraordinaire. Lynn demande à Nor d'essayer de retirer la pierre, mais le monstre lance une rafale d'arbres sur lui. Incapable de tous les dévier, Lynn intervient et utilise sa rafale de vent pour renvoyer les arbres vers le monstre. Bien que le monstre soit blessé, il guérit rapidement à chaque fois, confirmant le rôle de la pierre de mana dans sa guérison. Nor comprend qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi et doute qu'ils puissent retirer la pierre même avec les capacités de Lynn. Avec une idée audacieuse en tête, Nor demande à Lynn de diriger sa rafale de vent sur son dos. Lynn hésite car le sort est assez puissant pour percer un mur de château. Nor la rassure qu'elle visera son épée, pas lui directement, car c'est leur seule chance de dépasser le monstre. Lynn accepte et lance la rafale de vent sur l'épée, propulsant Nor à pleine vitesse. La vitesse est trop élevée pour lui, alors il combine des améliorations physiques avec un pas de plume. Se poussant à la limite, il finit par se casser un os, mais le répare rapidement avec une magie de guérison mineure. Puis il saute et frappe le front du monstre, faisant sortir le cristal alors qu'il tombe au sol. Le monstre souffre à cause de l'attaque et Lynn vérifie Nor, s'assurant qu'il va bien. Il dit qu'il va bien et lui dit de s'occuper du reste. Nor suggère qu'elle achève le monstre en douceur, mais elle utilise l'enfer flamboyant, le brûlant vif, sans savoir que c'est une manière brutale de mourir.
Nord est tout aussi ignorant de ne pas avoir compris, alors il dit une prière après avoir éliminé le monstre de la pire façon possible. Il se dit qu'il en a assez de chasser des gobelins pour l'instant, réalisant qu'il devrait s'en tenir à ses activités habituelles et ne pas se précipiter. Il décide qu'il doit monter de niveau avant de s'attaquer à quelque chose comme ça à nouveau. Plus tard, Rhéan apprend l'existence de l'empereur gobelin. Il examine la pierre de mana qu'ils ont obtenue du monstre, voyant qu'un empereur gobelin avec une pierre de cette taille devait être massif. Il s'avère qu'il était bien plus grand qu'un roi gobelin, et il pense qu'il pourrait être lié à l'empire magique. La pierre de mana s'avère être le cœur du démon de la sainte théocratie de Mithra, et il se demande comment va sa sœur. La compagnie de l'ombre lui dit qu'elle n'a que des égratignures mineures, et Rhéan est étonné qu'il l'ait abattu avec si peu de blessures. La compagnie de l'ombre mentionne que le monstre utilisait un sort de dissimulation de haut niveau pour se cacher. Selon Lyn, il devait être là depuis au moins 2 à 3 jours. Rhéan s'inquiète que même la compagnie de l'ombre ait manqué le sort de dissimulation, et se demande comment quelque chose d'aussi grand a pu entrer sur leur territoire. Il pense que leur capteur aurait dû le détecter s'il avait été invoqué et se demande s'il y a eu des avertissements. Il apprend que l'activité des gobelins a diminué dans la région et pense que cela pourrait aussi baisser ailleurs. La compagnie de l'ombre lui remet un rapport sur des incidents étranges au cours des 3 derniers mois et il leur dit de continuer à creuser. Lyn et Nor retournent voir le maître de guilde pour faire leur rapport. Le maître de guilde est choqué que Nor ait abattu un gobelin. Nor admet que c'était un combat difficile, attribuant leur victoire à Lyn. Mais Lyn insiste sur le fait que Nor a fait le gros du travail. Quoi qu'il en soit, Nor pense que c'était une grande journée pour lui car il a eu sa première chasse aujourd'hui. En écoutant, le maître de guilde suppose que Nor observait pendant que Lyn gérait l'action, pensant que c'était la bonne décision compte tenu de la force de Nor, et que cela devait être une bonne expérience d'apprentissage pour lui. Nor est d'accord, mentionnant qu'il ne s'attendait pas à ce que les gobelins ressemblent à ça. Nor souligne que le joyau sur le front du gobelin était son point faible, surprenant le maître de guilde. Il est habitué à ce que les pierres de mana soient dans le cœur ou la gorge, et commence à se demander si ceux qu'ils ont affrontés étaient vraiment un gobelin. Nor se tourne vers Lyn pour confirmation, et elle soutient l'affirmation de son maître que c'était bien un gobelin. Le maître de guilde suppose qu'il pourrait s'agir d'un gobelin rare, se demandant s'ils ont gardé une oreille comme preuve. Nor réalise qu'ils ont oublié ce détail, admettant qu'ils ont en fait brûlé cette fichue créature. Peu après, Rhéan reçoit des rapports de choses étranges se produisant dans les villes et villages voisins. Les gens entendent des bruits étranges la nuit et les animaux reviennent de la forêt complètement affolés. Ailleurs, les animaux de compagnie disparaissent carrément et les forêts sont devenues étrangement silencieuses. Rhéan pense que cela pourrait être un signe que des monstres surnaturels se sont infiltrés dans leur royaume, alors il ordonne immédiatement à ses hommes d'envoyer des équipes de recherche et de mettre tout le monde avec des sorts de détection sur le coup. Il leur dit aussi de convoquer les 6 maîtres de chaque école, car ils pourraient avoir besoin de leur aide. Une fois son équipe partie, Rhéan perd un peu son calme, jetant des papiers en l'air et se demandant si l'Empire magique veut vraiment leur donjon au point d'aller aussi loin. Pendant ce temps, Nor et Lyn se détendent, profitant de la nourriture de rue avec leur argent de récompense. Le maître de guilde a fini par leur donner de l'argent pour avoir tué un gobelin, même sans preuve, juste parce que c'était la première mission de Nor. Après avoir fini de manger, Lyn dit à Nor qu'elle rentre chez elle, et il est content de retrouver enfin un peu de tranquillité. Juste à ce moment-là, Ryn arrive à la recherche de sa sœur. Lorsqu'il voit Nor, il lui demande immédiatement de se rendre dans une ville à la montagne le lendemain matin. Il dit que Lyn l'accompagnera et qu'il s'occupera de tous les arrangements et le paiera bien. Rhéan ne révèle pas les détails de ses affaires dans cette ville, mais Nor accepte parce que Ryn semble sérieux. Le lendemain, Nor monte dans une calèche pour leur destination. C'est la première fois qu'il monte dans une calèche, et c'est la principale raison pour laquelle il a accepté la quête de Ryn, et il savoure chaque instant. Pendant ce temps, Lyn a l'air assez déprimée, et il lui demande si elle n'apprécie pas le beau paysage à l'extérieur. L'attention de Nor retourne à la vue, et il commence à rêver de quitter la ville pour voyager une fois qu'il sera devenu un véritable aventurier. Lyn s'excuse soudainement pour le fait que son frère l'ait entraîné là-dedans, mais il lui dit que tout va bien parce qu'il est payé et cela rend Lyn encore plus déprimé. Ce matin, Rhéan avait expliqué que leur mission était de se rendre à la ville de Tauros de l'autre côté de la montagne. Si rien ne se passait après un certain temps, ils devraient se diriger vers le pays voisin, le Saint Royaume de Mithra. Il a dit à Nor que tant qu'il ne se passait rien, il pouvait considérer cela comme des vacances payées. Lyn espère vraiment que rien ne se passera, alors sa garde du corps, Inès, la rassure en disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce qu'elle est là pour la protéger. En vérité, Ryn avait confié à Inès une mission top secrète avant leur départ. Il a dit que leur royaume faisait face à un grand danger bientôt, et s'il tombait, Inès devrait emmener Lyn et chercher refuge à Mithra. Inès était choquée et a demandé si Lyn était au courant. Ryn a révélé qu'il ne lui avait pas dit parce qu'elle s'y opposerait sûrement. Il était vraiment inquiet pour la sécurité de Lyn et a dit à Inès qu'elle était la seule en qui il pouvait avoir confiance pour cela. De retour au présent, le groupe fait une pause et Inès s'excuse auprès de Nor de l'avoir entraîné dans cette affaire. Elle promet de le garder en sécurité, mais il lui dit que ce n'est pas nécessaire car il est doué pour fuir. Inès insiste, disant qu'il n'y aura pas besoin de fuir parce qu'elle a son bouclier avec elle. Nor dit qu'il ne voit rien, alors Inès décide de montrer ses capacités. Elle crée un bouclier sacré avec sa capacité spéciale et dit à Nor que si quelque chose se passe, il devrait se cacher derrière. Il est impressionné et se souvient comment Lyn a dit qu'Inès est au même niveau que Gilbert, l'utilisateur de lance qu'il a combattu. Il a entendu dire que Gilbert est assez fort pour vaincre un dragon, et si Inès est à ce niveau, Nor pense qu'ils sont bien trop forts comparé à quelqu'un comme lui qui a eu du mal à combattre un simple gobelin.
Il remercie Inès, disant qu'elle est vraiment talentueuse, mais cela lui rappelle son enfance. Elle vivait dans un orphelinat, et un jour, elle a accidentellement activé son pouvoir. Ensuite, son ami, par curiosité, a essayé de le toucher, mais elle s'est coupé le doigt. Les gardiens ont appelé le directeur, et bientôt le maître magicien, le guerrier aux cheveux roux, et même le prêtre sont arrivés à l'orphelinat. Ils ont demandé à Inès de montrer ses capacités, et le magicien a déclaré que c'était un don du ciel, quelque chose que seules les personnes les plus rares pouvaient recevoir. Il a dit à la jeune Inès que son pouvoir pouvait être une lame capable de couper n'importe quoi, ou un bouclier pouvant bloquer toute attaque, selon la façon dont elle l'utilisait. Ces mots lourds pesaient sur Inès, mais le guerrier aux cheveux roux lui a dit qu'il l'entraînerait à utiliser correctement son pouvoir. Il l'a prise comme élève, et pendant qu'Inès s'entraînait avec lui, elle gardait ses distances avec tout le monde à l'orphelinat par peur de les blesser. Cela jusqu'à ce qu'elle rencontre Nor et apprenne son nom. Elle avait beaucoup entendu ce nom de la part du guerrier aux cheveux roux, qui était son maître et père adoptif. Un jour, en chassant des monstres dans la forêt, un autre guerrier dit au guerrier aux cheveux rouges qu'un énorme groupe de monstres approchait. Le guerrier aux cheveux rouges était perdu dans ses pensées et murmura qu'il souhaitait que Nor soit là dans des moments comme celui-ci. Inès était curieuse de la personne que son père reconnaissait, mais plus que cela, elle était jalouse. Salut, ici AnimeQuest. Si tu aimes mes résumés, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. L'histoire commence dans le royaume de Clays au nord-ouest. On rencontre notre héros, Nor, qui prépare des médicaments pour sa maman malade. Sa maman boit ce truc et elle est reconnaissante. Félicitant Nor de toujours la soutenir, Nor lui dit qu'il va aller nourrir les moutons rapidement et sa mère lui demande de jurer qu'il ne sortira pas de la barrière. Il le fait et dit qu'il ramènera des fruits et de la viande de lapin pour faire de la soupe. Mais ensuite, sa mère commence à tousser comme une folle et Nor s'inquiète beaucoup. Il lui dit qu'il va faire bouillir de l'eau pour elle, mais sa mère l'arrête. Elle essuie la saleté du visage de son fils travailleur et, le cœur lourd, s'excuse de ne pas pouvoir lui donner grand chose. Elle lui dit qu'il mérite de choisir son propre chemin dans la vie. Ensuite, nous voyons Nor préparer sa soupe le soir avec la viande de lapin et les fruits qu'il a ramassés. Quand elle est prête, il la porte à sa maman. Il essaie de la réveiller, mais elle ne répond pas. Cela le touche profondément de découvrir qu'elle est partie. Alors, il creuse une tombe pour sa mère juste à côté de l'endroit où repose son père et pleure en silence. Après cela, Nor passe son temps à chasser pour se nourrir, à s'occuper de ses bovins, à garder sa maison en ordre et à lire quelques livres. Chaque jour passe avec lui s'en tenant à ses routines. Et il se sent très seul quand il n'est pas occupé. Un jour, il tombe sur un vieux livre chez lui. En le lisant, il se souvient que c'est le même livre que son père lui lisait autrefois. Son père lui parlait d'aventuriers, comment il pouvait lever des malédictions dans des forêts effrayantes, étudier la magie pour devenir de puissants sorciers, s'associer pour abattre d'énormes monstres, et même obtenir un élixir guérisseur du roi des esprits. Peu importe la crise qu'il rencontrait, il se battait pour protéger les faibles, leur équipage, et détruire le mal. Tout cela a excité Nor, et il n'arrêtait pas d'embêter son père pour avoir plus d'histoires à leur sujet. Dans le présent, Nor se souvient que sa mère lui a dit de décider comment il veut vivre sa vie. Alors, il commence à penser à devenir aventurier. Le lendemain, il étale une tonne de nourriture pour son bétail, dit au revoir à sa mère et à son père, et leur fait savoir qu'il part en ville pour son premier voyage pour devenir aventurier. Avec un peu d'hésitation, il sort de la barrière autour de sa maison. Après des jours de voyage en solitaire, il arrive enfin à la ville. Il entre dans la ville et demande au garde de la porte de lui indiquer le chemin vers la guilde et il le dirige dans la bonne direction. Une fois en ville, il a des yeux grands ouverts comme un campagnard découvrant des choses folles pour la première fois et tout l'excite. Il se rend à la guilde des aventuriers, mais le maître de guilde essaie de l'écarter, disant que ce n'est pas un endroit pour les enfants. Mais Nor n'en démord pas. Il dit au maître de guilde que le gardien de la porte l'a envoyé ici. Le maître de guilde essaie de lui faire entendre raison, disant qu'il prend une décision stupide et que ses parents seraient très inquiets. Mais Nor lâche la bombe que ses deux parents sont déjà morts. Quand on lui demande son nom, il se présente. Le maître de guilde mentionne que Nor devrait commencer par aller à l'école de formation s'il veut devenir aventurier. Mais il le prévient que cela pourrait être difficile car ils n'ont jamais eu de candidat aussi jeune que lui. Nor demande de quoi il retourne au sujet de l'école de formation et le chef de guilde explique que tous ceux qui veulent rejoindre la guilde des aventuriers de la capitale royale doivent choisir une école de formation. Il devra choisir sa classe d'aventurier là-bas et s'entraîner, apprenant toutes sortes de compétences utiles pour devenir un véritable aventurier. Maintenant, Nor étant un campagnard, n'a aucune idée des compétences. Le maître de guilde lui explique, disant qu'il parle de techniques d'épée, de magie et tout ça. Cela excite Nor et la scène passe à lui dans une école d'entraînement d'épéistes. Il pense qu'il va être genre un héros capable de terrasser un dragon de la taille d'une montagne avec un seul coup. Il commence à s'entraîner à l'escrime et un par un, les autres étudiants commencent à débloquer des compétences d'épée impressionnantes. Nor continue de s'entraîner, mais il est un peu jaloux de les voir. Quelques mois plus tard, tout le monde progresse. Mais Nor a toujours du mal. Il continue de s'entraîner, mais son instructeur lui conseille d'arrêter. Nor veut continuer, mais l'instructeur le décourage, disant qu'il perdrait son temps. Selon l'instructeur, Nor est un perdant sans talent qui n'a appris qu'à parer. Il lui dit carrément de trouver un autre chemin et lui suggère de visiter d'autres écoles de formation pour découvrir son potentiel.
Alors, Nor décide de tenter l'école des guerriers, pensant que c'est cool parce qu'il peut être en première ligne, protégeant son équipage. Il subit un entraînement intensif là-bas, mais ne fait toujours pas de progrès. Après avoir travaillé pendant plusieurs mois, son instructeur lui dit carrément de partir, car tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de se muscler un peu avec un renforcement physique. L'instructeur le prévient qu'il va finir par se tuer s'il continue sur cette voie. Donc Nor décide de tenter sa chance à l'école de formation des chasseurs, mais il échoue là aussi. L'instructeur lui dit carrément qu'il n'est pas fait pour les outils délicats comme les arcs. Nor ne se laisse pas décourager pour autant. Il tente sa chance à l'école de formation des magiciens ensuite. Mais même après tout cet entraînement, tout ce qu'il peut faire c'est lancer une faible flamme qui peut à peine allumer une fichue bougie. Il n'a pas encore fini pourtant. Nor se dirige vers l'école de formation des voleurs, mais peu importe à quel point il essaie, il ne parvient pas à maîtriser le désarmement des pièges, le crochetage des serrures ou la détection des présences. Il doit aussi abandonner cela. C'est un échec après l'autre. Finalement, Nor tente l'école de formation de Claire, mais sans succès non plus. Après des mois de formation, tout ce qu'il peut faire, c'est un sort de guérison de base qui peut soigner quelques éraflures. Il retourne alors déçu à la guilde, et le maître de guilde est choqué d'apprendre qu'il n'a rien pu apprendre du tout, même après toute cette formation. Le maître de guilde lui dit franchement qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être un aventurier. Alors ce loser sans talent quitte la ville déçu, retournant chez lui. Il dit à ses parents qu'il n'a pas de talent pour l'aventure, mais il n'abandonne pas. Il est déterminé à essayer plus fort que quiconque. Il se fabrique une épée en bois, se rappelant ce que son instructeur d'escrime lui a dit sur sa seule compétence pouvant potentiellement se transformer en autre chose s'il continue de l'affiner. Il se concentre donc sur son habileté à parer, s'entraînant jour et nuit, y consacrant sa vie. Une année passe, et nous découvrons que Nor a entraîné sa compétence de parade pour dévier 10 épées à la fois. Il n'a pas encore développé de nouvelles compétences, mais il a l'impression d'avancer. 3 années de plus passent, et maintenant, il peut parer 100 épées à la fois, mais toujours pas de nouvelles compétences. Mais notre garçon ne lâche pas. Il continue de s'entraîner sans arrêt, cassant son épée dans le processus et guérissant ses égratignures avec sa faible compétence de guérison. Avance rapide de 10 années, et maintenant Nor peut parer 1000 épées à la fois. Il réalise qu'il n'a pas manqué un seul jour d'entraînement au cours des 14 dernières années, mais il n'a toujours pas appris la moindre nouvelle compétence. Le lendemain, Nor décide de retourner en ville. Et la scène coupe à lui à la guilde des aventuriers. Le personnel de la guilde examine ses compétences, parade, amélioration physique, lancer de pierre, pas léger, petite flamme et faible guérison. Elle se demande s'il est vraiment sûr de s'enregistrer avec ses compétences pas très impressionnantes. Elle commence à parler du système scolaire de formation et comment il peut améliorer ses compétences, mais Nor dit qu'il a déjà étudié sous tous ses enseignants. Cela met la fille dans l'embarras et elle ne sait pas quoi dire. Nor comprend la situation et réalise qu'il ne pourra pas rejoindre la guilde. Il se demande s'il n'y a vraiment aucun moyen pour lui d'entrer. Ensuite, le maître de guilde arrive, et il a du mal à reconnaître Nor, qui a bien grandi. Mais après un bon coup d'œil, il comprend. Nor raconte ce qu'il a fait pendant tout ce temps, et le maître de guilde n'arrive pas à croire qu'après tout cet entraînement, tout ce que Nor a gagné est une parade légèrement plus forte. La chef de la guilde explique à Nor que les aventuriers sont classés de S, le plus fort, à E, le plus faible. Pour s'inscrire comme aventurier de rang E, il faut avoir au moins une compétence utile, mais Nor n'en a même pas. Nor commence à penser qu'il pourrait être temps d'abandonner son rêve si c'est le cas. Mais le maître de la guilde lui dit que tout n'est pas encore perdu. Il mentionne qu'il y a un rang légendaire en dessous du E, que peu de gens connaissent. Nor est tout excité car il peut rejoindre comme aventurier de rang F, mais le maître de la guilde pose des conditions. Il dit que Nor ne pourra pas prendre de job de chasse ou de cueillette en dehors de la ville. Il ne pourra faire que des petits boulots à l'intérieur des limites de la ville. Il pense que Nor ne sera pas d'accord, car c'est fait pour que les mendiants puissent mettre de la nourriture sur la table. Mais Nor accepte de rejoindre la guilde en tant qu'aventurier de rang F quand même. Le maître de la guilde est super surpris, mais il inscrit Nor quand il insiste. Nor est ravi d'obtenir sa carte d'aventurier et commence à accepter des petits boulots dans la ville. Il les termine un par un en utilisant ses compétences pas terribles, et continue son entraînement à l'épée à côté. Les jours passent vite alors que Nor continue à donner un coup de main aux gens dans toute la ville. Un jour, il se détend près d'un feu et il réalise. Il vit enfin son rêve de devenir un aventurier qui aide les autres. Il sait que ses compétences ne lui rapporteront pas grand chose de plus, alors il continue à faire des petits boulots dans la ville. Un jour, il se propose pour aider une vieille dame à nettoyer ses canalisations sales et elle lui est très reconnaissante pour son aide constante. Ensuite, il décroche un emploi sur un chantier de construction, et quand il termine son travail, il repère une lueur provenant d'une grotte accompagnée de cris de détresse. Nor se précipite vers la grotte aussi vite qu'il peut et voit un minotaure sur le point d'attaquer une fille. Il s'avère qu'elle a des chevaliers qui essaient de la protéger, mais franchement, ils n'ont aucune chance contre cette gigantesque bête. Le monstre anéantit le capitaine des chevaliers d'un seul coup, puis procède à massacrer les autres comme s'il écrasait des insectes. Le sang inonde toute la zone et la fille est complètement horrifiée. Le minotaure fixe son regard sur la fille, mais Nor utilise sa compétence de lancer de pierre pour attirer l'attention du monstre sur lui.
Le Minotaure commence à poursuivre Nor, se jette sur lui, mais il parvient à parer son attaque. Le Minotaure continue de l'attaquer et Nor continue de parer chaque attaque. Mais à chaque coup, son épée en prend un coup. Nor sait qu'il doit trouver une ouverture, mais il sait aussi qu'il n'a pas les compétences offensives pour abattre le Minotaure, même s'il en trouve une. Il remarque que la fille est toujours là et quand le Minotaure essaie de l'attaquer à nouveau, il utilise sa compétence de pas de plume et se précipite pour la sauver, détruisant son épée dans le processus. Il se dit que même s'il ne peut pas être l'aventurier de haut niveau, il doit assurer pour la fille juste devant lui. Il se souvient des paroles de son vieux père sur le véritable sens d'être un aventurier. Le Minotaure l'attaque à nouveau, mais Nor part le coup comme un chef. Cette fois, la hache du Minotaure lui échappe des mains et boum, la hache décapite le monstre. Nor se rend compte que si le combat avait duré plus longtemps, il serait 6 pieds sous terre, ce qui lui rappelle à quel point il lui manque de talent. La fille le remercie de lui avoir sauvé la vie et lui demande son nom, mais Nor dit qu'il ne vaut pas la peine d'être retenu et s'en va. Quelques chevaliers arrivent pour secourir la fille et nous voyons Nor de retour en ville. Il n'arrive pas à croire qu'il a failli se faire avoir par une vache errante dans les rues et il est déterminé à s'entraîner encore plus dur. Peu de temps après, une équipe de nettoyage vient pour déplacer le Minotaure ainsi que tous les gens qui sont morts en essayant de le combattre. Et la princesse Lyn se sent vraiment coupable de toutes ces morts. Juste à ce moment-là, son chevalier Ins arrive en courant et s'excuse de ne pas être resté à ses côtés quand elle est entrée dans ce fichu donjon car c'est son travail de protéger Lyn. Mais Lyn lui dit que ce n'est pas du tout sa faute, c'était juste une épreuve basique pour la succession au trône, donc cela n'aurait pas de sens de forcer son chevalier à l'accompagner. Juste à ce moment-là, un autre chevalier dit à Lyn qu'ils vont bientôt retourner au château, parce que Lord Rhyn veut discuter avec elle, et elle sait déjà de quoi il va s'agir. De retour au château, Lord Rhéan venait de finir de parler à Lyn, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais rien de tout cela n'avait de sens pour lui. La seule façon pour qu'un Minotaure puisse se retrouver dans cette partie du donjon est que quelqu'un l'ait directement invoqué par magie, et le chevalier est d'accord avec cette supposition. Il pense que tout l'incident a un rapport avec le marchand retrouvé mort sur les lieux avec la bague, et quand ils ont vérifié, ils ont réalisé que la pierre magique dans la bague avait un niveau de pureté incroyablement élevé, quelque chose qu'on ne voit normalement pas sur le marché. Un Minotaure, c'est pas une blague, c'est un démon de niveau A, donc aucun riche type au hasard ne pourrait simplement acheter quelque chose qui peut en contrôler un. De plus, le blason sur la bague suggère qu'elle provient de l'empire magique de Doritas, donc Rhéan pense que les gens de Doritas sont derrière tout ça parce qu'ils ont toujours eu des problèmes avec lui. Mais même dans ce cas, le fait qu'ils aient carrément essayé d'assassiner Lyn et qu'ils n'ont même pas pris la peine de se débarrasser des preuves, ça doit vouloir dire qu'ils essaient de pousser Rhéan à déclencher une guerre pour pouvoir... D'après les rapports, ce gars a réussi à battre le Minotaure en quelques secondes avec juste une épée cassée. Et en plus de ça, les espions du château ont essayé de le suivre quand il partait, mais ce gars a disparu sous leurs yeux. Rhéan n'arrive pas à croire ce qu'il entend, alors il est super curieux de découvrir qui est ce guerrier mystérieux. Pendant ce temps, Nor est simplement revenu à la guilde et le maître de la guilde a l'air très surpris parce qu'il pensait que Nor était mort. Il a entendu parler d'un démon apparaissant dans le donjon, et ce truc était juste à côté du chantier où Nor travaillait, alors il s'est dit que Nor avait dû y passer. Nor s'excuse d'avoir causé de l'inquiétude et explique qu'il avait quelques types louches à ses trousses la nuit dernière, alors il a dû les semer et est rentré chez lui sans rapporter ce qui s'était passé. Le maître de la guilde dit que Nor a de la chance d'être en vie parce qu'un Minotaure, c'est un... Nor n'a toujours pas compris que le maître de guilde parlait de la même créature qu'il a tuée. Alors il demande ce qui est arrivé à ce démon et le maître de guilde lui dit qu'un type mystérieux l'a abattu. Nor ne fait toujours pas le lien et continue simplement de rapporter les missions qu'il a terminées aujourd'hui. Le maître de guilde lui remet son paiement mais lui rappelle qu'il ferait mieux de trouver un travail normal parce qu'il gagnerait plus d'argent comme ça. Mais Nor ne se soucie pas du tout de l'argent tant qu'il peut être un aventurier. À ce moment-là, Lyn se faufile derrière Nor et dit qu'elle est vraiment contente de l'avoir enfin trouvé. Elle s'excuse d'avoir envahi sa vie privée, mais elle voulait vraiment le rencontrer à nouveau, alors elle a utilisé sa compétence de détection à longue distance pour le retrouver. Ne supposant pas qu'elle doit être une aventurière de classe voleur, si elle a une compétence de détection, mais Lyn dit qu'elle est en fait une magicienne. Elle a juste des compétences dans toutes sortes de classes, même si elles sont basiques. Le maître de guilde et les autres membres de la guilde commencent à reconnaître Lyn, donc elle demande si elle et Nor peuvent parler dehors. Mais avant qu'ils puissent partir, le maître de guilde attrape Nor et demande ce qu'il a bien pu faire pour que Lyn veuille lui parler. Nor dit qu'il n'a rien fait d'illégal, donc il n'a pas de problème. Alors le maître de guilde lui dit d'aller avec l'un et de s'assurer qu'il ne fasse rien de stupide. Dehors, Lyn utilise une de ses compétences pour se cacher elle-même et Nor afin que personne ne puisse les voir, et une fois qu'il trouve un endroit isolé, Lyn s'excuse encore d'avoir dérangé Nor, sachant qu'un gars avec son pouvoir a probablement beaucoup à gérer.
Nor dit que tout va bien et Lin commence par le remercier encore une fois pour ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas seulement sauvé sa vie, mais il a aussi sauvé tout un tas de gens dans le pays. Norian pense qu'il mérite tout ce battage médiatique parce que tout ce qu'il a fait, c'est abattre une vache. En fait, il est presque sûr que Lin aurait pu s'en sortir toute seule s'il n'était pas venu. Aucune idée de comment il est arrivé à cette conclusion quand il a vu cette même vache tuer un groupe de chevaliers. Alors l'un essaie de lui faire comprendre qu'elle serait 6 pieds sous terre s'il n'était pas venu la sauver. Nor ne pense toujours pas qu'il s'est fait beaucoup pour l'aider, mais il accepte ses remerciements. Mais ensuite, Lin parle de lui offrir une récompense pour exprimer sa gratitude pour son aide. Nor lui dit franchement qu'un simple merci est tout ce dont il a besoin, alors elle n'a pas besoin de lui donner autre chose. Lin n'arrête pas d'insister pour donner une récompense à Nor, et maintenant son vieux veut le rencontrer aussi, mais Nor ne veut absolument aucune récompense. Lin essaie une fois de plus de le faire accepter, mais Nor tient bon avec sa politique de non-récompense. Lin devient désespérée, demandant s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour lui ou si elle peut même lui obtenir son propre territoire, mais Nor dit juste qu'il ne veut rien de tout ça. Lin commence à pleurer et dit à Nor qu'il doit accepter sa gratitude. Et elle ne bougera pas d'ici jusqu'à ce que Nor dise qu'il acceptera quelque chose d'elle. Nor se souvient d'une fois où il a fait la même scène pour convaincre un clerc de le former, et parce qu'il ne veut pas que Lin reste ici pendant des heures, il finit par accepter de rencontrer son père, mais il ne veut toujours pas de cadeaux extravagants. Lin est super contente d'entendre ça, alors elle dit que Nor devrait rester près d'elle et qu'elle utilisera ses compétences de dissimulation pour s'assurer que personne ne les voit. Finalement, Nor est amené chez Lin, et lorsqu'il entre, Lin lui demande son nom, que Nor est heureux de fournir. Mais Nor ne sait toujours pas qui est Lan, alors elle s'excuse d'avoir été impolie et se présente directement comme Lindbergh Claes. Mais ouah, ce nom est beaucoup trop long, alors elle se fait habituellement appeler Lin. Une fois que Nor découvre cette maison, il comprend enfin pourquoi Lin ne plaisantait pas au sujet de sa richesse. Tout s'explique pourquoi le maître de la guilde était en sueur à l'idée qu'il se ridiculise. Pendant qu'il se promenait, il tombe sur Inès et Lin est super contente de la voir. Alors elle court et demande où est son père. Inès lui dit qu'il est en réunion avec Ryan en ce moment, donc il est un peu occupé. Mais à part ça, elle est curieuse à propos du type debout là-bas. Lin explique que Nor est celle qui lui a sauvé la vie. Alors Inès dit qu'elle les mènera au vieil homme de l'Inde. Nor n'a jamais entendu parler d'un chevalier royal, donc il suppose qu'Inès doit être une sorte de chevalier fait maison, l'un de ces types qui aime porter une armure pour une raison étrange. Il remarque aussi qu'Inès ne l'aime pas trop, mais il ne sait pas pourquoi. Pendant qu'il se balade, il croise un type assis près de la fenêtre. Dès qu'il les voit, il se lève et demande ce qu'Inès fabrique et qui diable est ce type inconnu. Inès dit à Gilbert de ranger sa foutue lance parce que Nor est l'invité de l'un et ce n'est pas cool de pointer des armes sur des invités. Gilbert comprend que Nor doit être le type qui a sauvé la vie de Lin, alors il baisse son arme. Inès lui demande de les rejoindre dans la pièce car elle pourrait utiliser tout le soutien. Gilbert a déjà un mauvais pressentiment à propos de Nor, et Nor peut sentir que ça ne va pas bien pour lui à ce rythme, mais il continue de marcher. Dans la salle du trône, le roi est en pleine réunion avec Rhéan, et il est très en colère parce qu'il est clair que Duretus ne se soucie pas d'honorer leur traité de paix. On n'attendait pas ça depuis la dernière réunion avec le roi de Deridas, quand il a carrément exigé qu'il cède les droits du donjon. Évidemment, la demande a été rejetée, mais depuis lors, le roi de Deridas complote leur chute. Juste à ce moment-là, Lin et l'équipage arrivent dans la salle du trône, et Lin, tout excité, va saluer son frère et son père. Ince et Gilbert s'agenouillent pour montrer du respect pour le roi, mais Nor continue simplement à marcher. Ryan remarque que Lin porte ce manteau de déguisement, ce qui signifie qu'elle a dû sortir en cachette, mais elle dit qu'elle n'avait pas d'autre moyen de trouver l'homme qui l'a sauvée. Le roi réalise qu'elle parle de Nor, et Nor s'excuse d'être arrivé tout débraillé, mais Lin insiste pour venir ici dès que possible. Il mentionne également qu'il n'est pas un aristocrate élégant ni rien, donc il n'est pas familier avec toutes les bonnes manières pour ce genre de situation. Il pourrait accidentellement dire quelque chose de déplacé, mais le roi lui dit que ce n'est pas grave parce qu'il est plus facile de parler sans se soucier des formalités. Le roi tend la main à Nor et le remercie formellement d'avoir sauvé la vie de Lin. Nor écarte cela en disant qu'il n'y a pas de quoi, donc un simple merci suffit. Mais le roi ne laisse pas Nor s'en tirer sans une récompense appropriée. Il dit à Nor qu'il peut demander n'importe quelle somme d'argent ou de terre qu'il veut, mais Nor ne veut toujours rien. Le roi est surpris, mais il surenchérit en offrant à Nor la moitié de tous les trésors qu'ils ont pris du donjon. Rhéan pense qu'une récompense comme ça, c'est vachement trop pour être donné à un seul gars, mais Nor ne le sent toujours pas. Le roi ne sait pas quoi offrir à Nor parce qu'il refuse tout, alors il va à son trône et prend l'épée accrochée dessus comme cadeau pour Nor. Rhéan ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner une épée si précieuse, mais le roi dit que c'est pas grave parce qu'il ne l'utilise plus et personne ne le saura tant qu'il la remplace par une fausse. Il la tend à Nor et dès qu'elle est dans la main de Nor, il sent à quel point elle est lourde. À la réaction de Rhéan, Nor peut dire que cette épée vaut une fortune et il n'est pas prêt à accepter des cadeaux extravagants.
Mais le roi dit que c'est juste quelque chose qu'il a appris à l'époque où il faisait des aventures, donc c'est bon que Nor le prenne. Nor est d'accord, alors le roi lui demande de faire un essai. Nor joue le jeu et balance l'épée dans l'air, libérant une force incroyable et surprenant tout le monde autour. Le roi félicite Nor pour avoir balancé l'épée d'une seule main, mais il a aussi une demande. Il veut que Nor aide Lyn à apprendre comment devenir une aventurière. Mais Nor dit qu'il n'y a rien qu'il puisse apprendre à quelqu'un d'aussi talentueux que Lyn, et d'ailleurs, Nor pense que Lyn devrait être celle qui décide une chose pareille pour elle-même. Après ça, Nor se dit qu'il est temps pour lui de partir, et alors qu'il s'en va, il réalise quelque chose de spécial à propos de son épée. Elle a la forme parfaite pour s'adapter aux gouttières qu'il nettoie habituellement, alors il va l'essayer demain matin. Avant de partir, Ins arrive et dit qu'elle veut discuter. Tout d'abord, elle s'excuse pour son comportement impoli plus tôt car c'était complètement injustifié, mais Nor dit qu'il ne s'en soucie pas du tout. Son travail est de protéger la famille Cleese, quoi qu'il arrive, donc elle est super reconnaissante à Nor d'avoir sauvé la vie de Lyn. Et pour montrer sa reconnaissance, elle promet d'aider Nor s'il a besoin d'aide. Nor ne veut pas discuter longtemps de cela, alors il accepte simplement son offre et dit qu'il la contactera s'il a besoin de quelque chose. Par ailleurs, Ins avertit aussi Nor qu'il ferait mieux de ne pas parler au roi de manière aussi décontractée à nouveau, parce que même si le roi a laissé passer cette fois, elle ne laissera pas ce manque de respect passer la prochaine fois. Nor dit qu'il a compris donc Ins est de bonne humeur et lui demande son nom. Lorsqu'elle entend que son nom est Nor, elle semble très choquée. Nor demande s'il a encore fait quelque chose de mal, mais Ins dit que ce n'est rien et part. Nor est sur le point de s'en aller, mais il est arrêté par Gilbert qui veut se battre et le défie à un combat. Gilbert conduit Nor à travers un couloir et Nor se demande où ils vont. Orichalk et Défense de Dragon, qui ne sont pas censés se briser. Ni, toujours en plein combat, se demande si Zedu s'attend à une compensation pour les dégâts. Zedu est déconcerté par la nature étrange de Nor et son épée encore plus étrange et décide que rien de tout cela n'a d'importance, alors il est déterminé à en finir maintenant. Là-dessus, il lance la croix qu'il portait dans les airs, qui se divise en plusieurs croix en argent. Inès pense que c'est une arme mortelle capable de faire des centaines de victimes en un seul coup, et Zedu mentionne que Nor peut en briser autant qu'il veut, car il peut toujours les refaire. Il attaque Rollo avec, et Nor les pare, mais il ne peut pas tous les parer, alors il utilise son corps pour protéger Rollo. Il continue ainsi, et en voyant cela, Inès pense qu'il ne va pas tenir longtemps comme ça. Elle sait qu'elle doit l'aider, mais elle hésite à quitter Lynx. Elle pense que son devoir principal ici est d'aider Lyn à quitter ce pays en sécurité et elle essaie de mettre ses priorités en ordre. Elle sait que c'est ce qu'elle doit faire maintenant, mais elle demande quand même la permission à Lyn pour aller aider Nor et Lyn l'autorise. Nous voyons alors que Nor continue de faire de son mieux pour dévier les croix en argent, mais il a les mains pleines et il ne peut rien faire d'autre que protéger Rollo avec son corps. Cependant, Inès vient à son secours à temps avec son bouclier, et elle attaque également Zedu avec, mais il esquive. Elle pense que son devoir est de protéger Lyn à tout prix, et c'est pourquoi elle ne peut pas laisser cet homme mourir. Elle s'excuse auprès de Nor pour son retard, et il la remercie de l'avoir sauvée. Inès lance une autre série d'attaques avec ses boucliers, mais Zedu parvient à esquiver chacune d'elles avec une agilité étonnante. Nor regarde avec admiration alors qu'Inès utilise ses boucliers comme des épées, mais il remarque rapidement que Zedu passe à travers ses défenses. Inès, sentant l'impasse, dit à Nor qu'ils doivent changer de tactique. Elle décide de se concentrer entièrement sur la défense, demandant à Nor de s'occuper de l'attaque. Nor analyse la situation et se rend compte que bien que les lames de Zedu soient rapides, il a déjà affronté des oiseaux plus rapides qu'elle. Il aperçoit alors les griffes du crapaud éparpillées autour et élabore un plan. Il demande donc à Inès de baisser une partie de sa barrière à son signal et elle a suffisamment confiance en lui pour obéir. Nor canalise son énergie dans son bras droit, lançant les griffes cassées des croix d'argent juste au moment où Inès abaisse la barrière. Le plan fonctionne, certaines des croix sont détruites, et Nor est soulagé de voir sa stratégie porter ses fruits. Avec beaucoup de munitions restantes, il continue à abattre plus de croix en utilisant la même technique. Alors qu'il progresse, Zedu tourne soudain son attention vers Inès et lance une attaque surprise. Nor réagit juste à temps, parant le coup et sauvant Inès. Zedu est surpris, surtout quand il voit que son couteau en adamantite s'est brisé. Il marmonne qu'il doit compenser ses pertes et attaque Nor à nouveau, mais Nor le repousse encore une fois, demandant à Zedu d'arrêter les attaques furtives. Zedu est encore perplexe et ne peut se débarrasser de l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange avec l'épée de Nor et avec Nor lui-même. Il se demande comment Nor peut même voir et bloquer ses attaques, mais Nor hausse simplement les épaules, disant qu'il s'en sort juste. Réalisant qu'il perd trop d'armes précieuses, Zedu décide finalement d'abandonner. Il mentionne avoir entendu parler d'un grand festival dans la capitale, mais admet qu'après ce qui s'est passé ici, il n'est plus intéressé. Inès le pousse à donner plus de détails, mais Zedu sait seulement que c'est censé être quelque chose d'important. Il annonce ensuite, avec des involtures, qu'il rentre chez lui, mais pas avant de souligner à quel point Nor est vraiment étrange. Il mentionne qu'il a rencontré beaucoup de cinglés dans sa vie, mais Nor est d'un tout autre niveau. En guise de dernier mot, Zedu dit à Rollo de se considérer chanceux d'avoir été épargné aujourd'hui. Cependant, il ne peut pas résister à une dernière attaque surprise,
Mais Nor la bloque sans effort. Avec un sourire, Zedu se couvre de fumée noire et juste comme ça, il disparaît. Lin se rappelle que Zedu a mentionné quelque chose à propos d'un festival dans la capitale et se demande si Nor est intéressé à aller le voir. Nor y réfléchit et décide qu'il devrait rentrer. Rollo, cependant, semble terrifié à cette idée. Nor le remarque et le rassure en disant qu'ils ne l'emmèneront pas à Mitra, mais que la capitale devrait être assez sûre. Rollo, avec un tremblement nerveux dans la voix, leur dit que cela ne sert à rien d'aller à la capitale. Nor est perplexe et demande ce qui ne va pas et s'il y a un problème à l'emmener là-bas. Rollo hésite, puis demande s'ils viennent de la capitale. Quand Nor confirme qu'ils le sont et mentionne qu'il prévoyait de déposer Rollo là-bas, la peur de Rollo s'intensifie. Rollo les avertit de ne pas aller à la capitale, expliquant qu'il a entendu des rumeurs d'une catastrophe imminente, quelque chose de bien pire que le dragon noir de la mort. Il parle d'un monstre colossal censé apparaître, un qui apportera une destruction comme jamais ils n'ont vu auparavant. Nor est stupéfait et réalise la gravité de la peur de Rollo. Lin est clairement inquiète et insiste pour qu'il retourne immédiatement à la capitale. Nor est d'accord, mais Ins hésite à refuser de l'escorter. Elle révèle que Rian lui avait spécifiquement ordonné d'emmener Lin loin de la capitale pour sa sécurité. Cependant, Lin n'est pas surprise, donc elle explique calmement qu'elle comprend les intentions de son frère, mais fuir ne résoudra rien. Elle insiste sur le fait qu'ils doivent retourner à la capitale et signaler le danger imminent. Ines est toujours réticente et essaie de discuter, mais Lin lui rappelle ce qui est arrivé aux démons quand ils ont perdu leur maison. Ils se sont retrouvés avec rien, dispersés et vulnérables. Elle avertit que le même sort les attend s'ils fuient maintenant. Voyant la détermination dans les yeux de Lin, Ins finit par céder. Elle accepte de retourner à la capitale, mais seulement à condition que Lin reste à ses côtés pendant tout le voyage. Nor se tourne alors vers Rollo et lui demande ce qu'il veut faire, lui donnant la possibilité de se séparer s'il ne souhaite pas les accompagner. Rollo, après un moment d'hésitation, accepte de les accompagner. Il admet que bien qu'il ne puisse pas faire grand chose, son peuple est en effet à la racine de ce problème. Nor hoche la tête en reconnaissant que les démons ont une vie difficile. Lin, observant l'expression de Nor, suppose qu'il doit être profondément troublé par le passé du garçon. Mais en réalité, Nor boude juste d'avoir manqué la dégustation du crapaud venimeux. La scène se déplace vers les quatre qui font leur chemin de retour à la capitale. Lin se sent un peu incertaine à propos du voyage à venir, mais elle gagne en confiance, sachant qu'elle est avec l'homme qui a vaincu le dragon noir de la mort et combattu le démon Zadu à égalité. Son devoir en tant que princesse n'est pas de fuir, mais de veiller à ce que cette figure héroïque, qui semble sortie tout droit de la légende, atteigne la capitale en toute sécurité, même si cela signifie se sacrifier. Elle ordonne fermement à Ins d'aller aussi vite que possible, et Ins obéit sans hésitation. La scène coupe ensuite à la capitale où nous trouvons Réan marchant à travers une ville réduite en ruines. Doken s'approche de lui, rapportant qu'ils ont réussi à évacuer la plupart des citoyens de la vieille ville vers la place et que les 6 souverains ont aidé à repousser l'embuscade de l'ennemi. Réan est soulagé, mais reste prudent en sachant que ce n'est pas la fin. Doken ajoute que la Shadow Company recherche minutieusement tout signe de l'ennemi, mais n'a rien trouvé. Réan, cependant, est certain que l'ennemi attend son heure, attendant le moment parfait pour frapper à nouveau, cherchant probablement à exploiter leurs forces affaiblies et dispersées. Il se demande de quelle direction viendra la prochaine grande attaque et envisage même la possibilité d'une attaque aérienne. Doken lui assure que le Hunter Corps a confirmé qu'aucune bête volante n'est présente. Mais Rian remarque quelque chose d'étrange, une distorsion dans les nuages. Il utilise rapidement son sort de révélation pour enquêter et il est horrifié de découvrir qu'il s'agit d'un fichu dragon légendaire de calamité. L'histoire remonte à l'enfance de Nor, où son père lui parle des chasseurs de dragons. Il explique qu'un dragon qui cause la destruction est appelé un dragon maléfique, et que les aventuriers suffisamment habiles pour vaincre une telle bête reçoivent le titre de chasseur de dragons. Il ajoute que chaque partie du dragon, de ses griffes et crocs à ses os, est incroyablement précieuse, souvent utilisée pour fabriquer des armes et des médicaments, apportant une grande richesse à ceux qui les récoltent. Nor, avec l'émerveillement d'un enfant, déclare son désir de devenir un chasseur de dragons. Son père, avec un mélange de fierté et de prudence, l'avertit que cette voie ne sera pas facile, lui rappelant que certains dragons ont parcouru la terre pendant plus d'1 millier d'années, faisant trembler le sol à chaque pas et nivelant les montagnes d'un simple mouvement de leur queue. Il raconte comment, il y a longtemps, ce continent même a failli être détruit par la fureur d'un dragon, et il souligne que quelqu'un d'aussi petit que Nor serait dévoré instantanément. Mais malgré l'avertissement, Nor s'accroche à son rêve de devenir un jour un tueur de dragons. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Nor ressent quelque chose d'ominous en voyageant en calèche, mais les autres restent inconscients. Alors Nor indique la source, et Lin réalise que c'est le dragon de la calamité. La scène se déplace vers la capitale, où la peur saisit les citoyens, alors que le dragon plane au-dessus. Réan, avec un sentiment de malaise, se demande si l'Empire comprend même la force catastrophique qu'ils ont déchaînée. Doken suppose que le dragon devrait encore être dans son état dormant, puisqu'il ne s'est écoulé que 150 ans depuis son dernier réveil.
Cependant, Rhéan réalise avec gravité que Mithra a perturbé son sommeil, libérant cette terreur ancienne au nom du conflit humain. Alors que le rugissement du dragon résonne à travers la ville, Rhéan ordonne à Dokkan de s'assurer que tout le monde sur le site d'évacuation soit déplacé en dehors de la ville immédiatement, insistant pour que personne ne soit autorisé à rester, même s'ils s'accrochent désespérément à leurs affaires. Au début de l'évacuation, Mian observe le chaos. Elle remarque que les 6 souverains, les guerriers les plus puissants du royaume, sont dispersés et que toutes les routes d'évacuation sont bloquées. Le désespoir s'installe alors qu'elle réalise à quel point la situation est grave. Pendant ce temps, les 6 souverains sont engagés dans une bataille avec les monstres, à la fois dans la ville et à ses abords, incapables de porter leur attention sur le dragon. Le roi observe l'approche du dragon depuis son château et Gilbert le presse de se retirer en sécurité. Mais le roi, fidèle à son devoir, refuse d'abandonner son peuple, demandant plutôt à Gilbert de diriger les efforts d'évacuation. Pendant ce temps, Lyn observe le dragon à travers ses jumelles, redoutant déjà la destruction qui va se produire maintenant que la bête est là. Elle remarque que l'évacuation devrait déjà être en cours, tandis que Lyn, plongée dans ses pensées, réalise que son père restera probablement en arrière. Elle sait douloureusement qu'il n'a aucune chance contre un tel monstre, et en silence, elle souhaite juste qu'il s'enfuit. Nor regarde curieusement le dragon, tellement excité de voir enfin un dragon. Rollo trouve cela carrément bizarre, surtout que Nor vient de se mesurer à un dragon noir de la mort. Mais l'esprit de Nor est ailleurs, pensant au père et aux frères de Lyn, qui sont probablement encore en ville. Quand il en parle, Lyn le confirme, mais insiste sur le fait qu'il est trop tard pour les sauver. Nor, cependant, n'en a rien à faire, et il déclare avec confiance qu'il peut les secourir s'il agit assez vite. Lyn est stupéfaite, mais Nor lui rappelle la tactique qu'ils ont utilisée contre le gobelin. La réalisation frappe Lyn comme une tonne de briques. Il parle d'utiliser son sort Wind Blast. Bien qu'elle soit hésitante, sachant à quel point cela peut être puissant et imprévisible, Nor la rassure. Il dit que son épée peut gérer n'importe quoi et il ressent l'obligation de rendre à la ville qui lui a tant donné en faisant tout son possible pour aider. Il croit que si c'est juste pour sortir sa famille, ils ont peut-être une chance. Et cela suscite une étincelle d'espoir chez Lyn. Elle n'arrive pas à croire qu'elle était prête à abandonner sans même essayer, et elle sait que Wind Blast n'a pas été conçu pour cela. Mais elle sait que son maître ne suit pas exactement les règles, alors elle met de côté ses doutes et décide d'accepter son plan. Pendant ce temps, dans la capitale, le roi se souvient du moment où Deridas se vantait qu'il pourrait... Même avec cette menace pesant sur lui, le roi a refusé de céder le donjon des perdus. Deridas s'était moqué de lui, affirmant que le roi gaspillait le pouvoir qui lui avait été offert, et se vantant qu'avec la sagesse de son pays, il pourrait le transformer en quelque chose capable de gouverner le monde entier. Le roi cependant a rétorqué que la véritable sagesse lui aurait conseillé de ne pas se mêler de pouvoir au-delà de sa compréhension. Donc Deridas, furieux, lui dit que si le roi était si lâche, il ne méritait pas du tout la couronne. En réfléchissant à cela, le roi se rend compte que pour Deridas, rien n'importait tant qu'il pouvait mettre la main sur le donjon des perdus. Le roi admet qu'il a sous-estimé Deridas, n'imaginant jamais qu'il irait à de tels extrêmes pour réaliser ses ambitions. Alors qu'il se tient au sommet du château, ses pensées se tournent vers sa fille, espérant qu'elle est en sécurité. Il se réprimande pour avoir pensé à elle en un moment pareil, admettant que Deridas avait raison, peut-être qu'il ne mérite pas la couronne. Il murmure qu'une épée lui conviendrait peut-être mieux, et le cœur lourd, il s'excuse auprès de ses citoyens de les avoir menés dans une aventure insensée. Bien qu'il sache qu'il ne peut pas expier ses erreurs, il décide au moins de prendre l'un des yeux du dragon. À l'extérieur de la capitale, Inès crée un bouclier cylindrique et demande à Nor de se positionner devant. Lorsque Nor prend sa place, il remarque que quelque chose semble différent cette fois. Lyn place ensuite 7 sorts sur la barrière pour amplifier sa puissance, et voyant cela, Nor n'est pas si sûr de vouloir continuer. Lyn, ignorant son hésitation, lui dit de se préparer car cet impact va être encore plus fort que le précédent, et avec cela, elle lance son sort de rafale de vent. Après ça, Nor est introuvable, et Rollo n'est pas sûr que Nor ait pu survivre à quelque chose comme ça. Pendant ce temps, le dragon s'approche du roi, prêt à libérer son souffle mortel. En regardant, le prince réalise que c'est le même mouvement dévastateur qui a autrefois rasé tout un continent, et le roi sait qu'il n'arrivera même pas à prendre un seul œil de la bête. Acceptant son destin, le roi saisit son poignard, espérant au moins montrer au dragon de quoi est faite la résilience humaine. Les 7 souverains remarquent que le roi tient l'épée explosive, versant chaque dernière goutte de son mana et de sa force vitale dans une attaque désespérée finale. Mais juste avant que le roi ne puisse frapper, Nor réapparaît soudainement, parant le visage du dragon et détournant son souffle mortel. Les spectateurs sont stupéfaits alors que le dragon s'écrase au sol. La bête puissante, maintenant couverte de terre, trouve Nor qui se tient fièrement devant elle. Le dragon ne peut pas croire qu'un simple humain ait osé se mettre en travers de son chemin, et il commence à déclarer que le monde est gouverné par les forts qui dominent les faibles. Et il est outré que Nor ose défier cet ordre naturel. Alors il rugit, déterminé à ne pas laisser passer ça. Le dragon fouette alors de sa queue, mais Nor part l'attaque facilement, renvoyant le dragon à nouveau au sol.
Nor réalise qu'il a échappé de justesse à la mort et se souvient que le sort de Lyn l'avait assommé pendant une seconde. Lorsque son épée s'est écrasée sur quelque chose, cela l'a réveillé et en utilisant son renforcement physique, il a couru, laissant la rafale de vent le pousser en avant. Il ne pouvait pas s'arrêter même lorsqu'il atteignit le mur de la ville, donc il n'avait pas d'autre choix que de le franchir d'un bond. L'impulsion du sort de Lyn l'envoya plus loin que prévu, le plaçant sur une trajectoire de collision avec le dragon. Réfléchissant rapidement, il para l'attaque de souffle du dragon, se sauvant juste à temps. De retour dans le présent, Nor est juste soulagé d'avoir survécu, et il prend un moment pour se soigner, tout en pensant qu'il devra avoir une sérieuse discussion avec Lyn pour ne plus jamais faire ça. Il remarque que le souffle du dragon, qui semblait si terrifiant au début, était étonnamment facile à ignorer. La taille massive de la créature ne l'intimide plus, et après avoir enduré le choc de la magie de l'Ain, il trouve que la peur n'est plus dans son vocabulaire. Alors que le dragon se remet sur pied, Nor commence à penser que dans son état actuel, il pourrait vraiment avoir une chance contre lui. Pendant ce temps, l'un et les autres sont enfin arrivés en ville. Inès informe rapidement Lyn qu'ils doivent attraper le roi et sortir de là pendant que Nor occupe le dragon. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, Rollo les avertit de faire attention à des débris qui arrivent. Inès parvient à peine à les protéger, mais ils finissent par tomber de leurs chevaux. Gardant sa barrière en place, Inès dit à l'un de rester derrière elle, et c'est alors que Lyn aperçoit 3 empereurs gobelins juste devant eux. Elle remarque que ceux-ci sont plus petits que ceux qu'elle et Nor ont affrontés ensemble, mais elle sait qu'ils sont toujours des ennemis redoutables. Alors, elle se demande comment aborder cette bataille et commence à réfléchir à ce que Nor ferait dans cette situation. Avec une détermination renouvelée, elle dit à Inès qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Après tout, ce ne sont que des gobelins. Inès est d'accord, surtout qu'en comparaison avec le dragon de la calamité, ces gobelins les monstres chargent avec une intention claire d'attaquer. Mais Lyn lance rapidement des lances de glace. Malheureusement, l'attaque ne fait rien, et juste au moment où les gobelins sont sur le point de frapper, Rollo leur ordonne de s'arrêter à la dernière seconde possible, ce qui donne à Lyn l'ouverture parfaite pour lancer un sort, gelant les gobelins sur place. Inès transforme alors son bouclier en une épée divine et l'utilise pour trancher les monstres gelés d'un seul mouvement rapide. En regardant cela, l'un est émerveillé. Cela correspond vraiment au titre de l'épée divine. Elle est également surprise que Rollo ait pu arrêter ces monstres avec une seule commande. Elle a du mal à croire que les démons possèdent un tel pouvoir. Et voir le jeune garçon rassembler tout son courage l'inspire à donner le meilleur d'elle-même aussi. Pendant ce temps, Nor continue de parer les attaques du dragon, et le dragon commence à être sérieusement agacé. Nous remarquons que les parades de Nor endommagent en fait les griffes et les écailles du dragon, ce qui est une grande surprise pour le dragon puisqu'elles sont censées être indestructibles. Nor est tout aussi surpris de voir que son épée ne s'ébrèche même pas, peu importe la force avec laquelle il la brandit, et il se demande quel genre d'arme magique c'est. Mais ensuite, il décide que cela n'a pas d'importance. Tant qu'il a cette épée, il peut gagner. Le dragon, sentant un vrai défi, accepte finalement Nor comme un adversaire digne et prend son envol. Préparant une attaque de souffle dévastatrice, le dragon déchaîne sa fureur, mais Nor dévie l'attaque comme si de rien n'était, laissant tout le monde, y compris le dragon, complètement stupéfait. Le dragon rugit de frustration et Rollo explique qu'il est en colère parce qu'il a reconnu Nor comme une menace légitime, mais Nor ne lui a pas accordé le même respect en retour. Le roi remarque que les dragons sont des créatures incroyablement orgueilleuses, et le dragon de la calamité, qui avait autrefois une confiance absolue en son pouvoir, commence maintenant à vaciller. Le dragon se rend compte qu'il a peut-être été le plus faible depuis le début, et il lance une dernière attaque désespérée sur Nor. Mais Nor part à nouveau, et cette fois, il parvient à trancher une des griffes du dragon. Le dragon, enfin humble, s'incline devant Nor, calmant sa rage. Rollo voit cela et mentionne que l'arc du dragon est une posture de soumission. Mais Nor, toujours confus, se demande ce qui se passe. Il remarque la griffe coupée du dragon à côté de lui et se souvient des paroles de son père sur la valeur des parties de dragon et leur utilisation pour fabriquer des armes et des médicaments apportant richesse à la terre. Il se rappelle aussi que ceux qui peuvent tuer un dragon maléfique sont appelés des chasseurs de dragons. Mais en regardant dans les yeux soumis du dragon, Nor réalise qu'il n'est pas fait pour être un héros. Il abaisse son arme, s'assoit et admet que être un héros n'est pas pour lui. Rollo remarque alors que le dragon ne veut plus se battre et l'un et les autres s'approchent de Nor, observant la scène avec un mélange de soulagement et d'émerveillement. Nor rassure tout le monde qu'il va bien et remercie Rollo pour son aide. Rollo, l'air perplexe, n'a aucune idée de la raison pour laquelle Nor le remercie. Nor explique alors ce qu'il vient de réaliser. Le dragon a dû se calmer parce que Rollo lui a ordonné de le faire. Mais Rollo nie rapidement avoir fait quoi que ce soit, ce qui laisse Nor perplexe. Si Rollo n'a rien fait, pourquoi le dragon a-t-il soudainement cessé d'être hostile ? Nor conclut alors que peut-être le dragon a été intimidé par la simple présence de quelqu'un comme Rollo, qui pourrait potentiellement le contrôler. L'endroit devient silencieux lorsque Nor dit alors à Rollo de renvoyer le dragon là d'où il vient.
Les autres, cependant, sont rapides à souligner que le dragon reste une menace sérieuse, et qu'il pourrait être plus intelligent de l'éliminer tant qu'ils en ont l'occasion. Nor comprend les risques, mais ne veut pas nuire à la créature, et il admet que sa demande est un peu égoïste. Mais Lyn intervient, comprenant sa perspective, et accepte de le permettre. Rollo, en revanche, n'est pas si sûr d'avoir le pouvoir de commander un dragon aussi puissant, et pense que tout ce qu'il peut faire, c'est le demander poliment. Nor, remarquant l'hésitation de Rollo, essaie de le rassurer en disant que Lyn et Inès n'auraient pas peur de lui montrant sa force. Cela booste la confiance de Rollo juste assez pour essayer. Rollo réussit à communiquer avec le dragon et dit à Nor qu'il est prêt à faire tout ce que son maître commande. Les filles sont stupéfaites par cette révélation, tandis que Nor, encore un peu perdu, suppose que le dragon doit se référer à Rollo comme son maître. Nor demande à Rollo de faire en sorte que le dragon retourne tranquillement chez lui et s'assure qu'il ne menace plus jamais les humains. Rollo transmet le message et, à la surprise générale, le dragon accepte effectivement de faire exactement ce que Nor dit. Il s'envole dans le ciel, poussant un dernier rugissement retentissant avant de disparaître au loin. Tout le monde regarde avec stupeur la bête légendaire s'envoler paisiblement, seulement pour que l'horreur de Nor culmine lorsqu'une attaque puissante soudaine fait exploser le dragon du ciel. La terreur se répand parmi tous alors qu'ils réalisent que le sinistre chef de l'Empire, Deridas, est derrière l'attaque. Se sentant satisfait, Deridas se moque du dragon tombé, disant qu'un animal qui a vécu des milliers d'années n'est au final qu'une bête stupide. Il considère le dragon comme rien de plus qu'un pion et est déçu qu'il n'ait pas détruit la capitale comme prévu. Il décide donc de lancer l'attaque quand même et ordonne à son immense armée de se rassembler à proximité. Le nombre impressionnant de troupes et leur puissance de feu inégalée donnent des frissons à tout le monde. Ensuite, un flashback montre comment l'Empire a méticuleusement planifié cet assaut. Après que les dragons ont décimé la capitale, les troupes interviendraient pour une mission de nettoyage. Les fantassins devaient armés d'épées et de boucliers magiques, tandis que les unités d'élite porteraient des armures enchantées et manieraient des canons magiques. Ils ont également préparé d'énormes boucliers protecteurs et des canons monterrés géants pour assurer une domination totale. Le roi avait été ravi de ce plan, mais un soldat, Randius, avait de sérieuses réserves quant à la guerre, doutant si cela profiterait vraiment au pays à long terme. Cependant, Dyrdas l'a rapidement fait taire, déclarant que personne ne menacerait leurs grandes ambitions et jurant de montrer au monde la puissance écrasante de leur magie. Dyredius est déterminé à faire passer cette guerre dans l'histoire, voulant que tout le monde se souvienne des choix insensés du royaume de Clays. Il veut qu'il soit connu qu'ils étaient un royaume de fous qui ont négligé l'entretien approprié du donjon des perdus, et dans leur avidité, se sont précipités directement vers leur propre chute. Et pour ce qui est de Dyredius, il prévoit d'être celui qui sera reconnu comme le héros qui a libéré ce pays de sa propre folie. Non loin, Nor et l'équipage aperçoivent le dragon tomber, mais ils ne peuvent pas dire s'il respire encore sans s'approcher. Soudain, ils remarquent les forces de l'Empire magique, qui les remarquent aussi. Ils voient la princesse Lyn, mais le vrai problème est qu'Inès est avec elle. Inès est l'une des figures légendaires connues à travers le monde, et Dyredius suppose immédiatement qu'elle est celle qui a sauvé la capitale. Il déclare que l'ère où les légendes règnent est terminée, et qu'il est temps pour ceux qui ont la sagesse de façonner l'avenir. Dyredius ordonne au canon de mono de tirer, car même si Inès est le soi-disant bouclier divin, cette arme est censée la réduire en cendres. Elle ne sera qu'une autre légende mise à genoux par sa main, c'est pourquoi Dyredius a un tel amour tordu pour la guerre. Le canon mono commence à se charger, et le groupe le remarque à la dernière minute, alors Inès leur dit de courir pour sauver leur vie. Le canon tire, et Dyredius déclare avec arrogance qu'elle est finie. Inès reste calme alors que l'énorme faisceau se dirige vers elle, mais Nor, dans un geste choquant, s'avance et dévie l'attaque colossale. Le faisceau devient incontrôlable, se dispersant dans toutes les directions, laissant tout le monde bouche bée. Les troupes de Dyredius sont tellement incrédules qu'elles supposent que l'arme a mal fonctionné, alors Dyredius leur ordonne de se préparer pour un autre tir. Nor est abasourdi par l'immensité des forces ennemies, et les filles expliquent qu'elles sont là pour anéantir le royaume. Bien sûr, le royaume de Clays a sa propre armée, mais elle est surpassée et en infériorité numérique face à la puissance de l'Empire. Inès exhorte Lyn à se retirer avec elle, et Lyn demande à Nor ce qu'il prévoit de faire. Nor dit que cela devrait être évident, et il pense à comment se sortir de là le plus rapidement possible. Lyn est d'accord, et trouve que c'est une question idiote à poser, mais elle croit clairement qu'il est sur le point de réaliser quelque chose d'héroïque. Nor est déconcerté par son sourire, se demandant si elle l'a complètement mal compris. Il essaie de bien faire comprendre qu'il veut juste fuir, mais ils sont interrompus par une autre attaque. Inès le bloque cette fois et le frustré Dyredius décide de se déplacer à l'arrière pour plus de sécurité. Ils sont cloués au sol par toutes les attaques incessantes et Nor réalise qu'il n'y a qu'une seule issue à ce pétrin. Il dit aux autres qu'il va créer une diversion pour qu'ils puissent s'échapper.
Nor pense qu'il est inutile dans un combat, mais s'il y a bien une chose dans laquelle il excelle, c'est de courir comme un fou. En y repensant, nous voyons que Nor a perfectionné ses compétences en fuite en courant littéralement devant des essaims d'abeilles, alors son grand plan est de courir sur le champ de bataille comme un fou. Lyn, pensant qu'elle est utile, décide de lui donner un petit coup de pouce. Les yeux de Nor s'élargissent d'horreur lorsqu'il réalise qu'elle a... Nor essaye d'expliquer qu'il ne prévoit pas de mourir aujourd'hui, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de temps pour bavarder. Une autre attaque arrive, alors Nor se renforce de toutes ses forces et Lyn le propulse. À sa surprise, Nor est capable de dévier les attaques de l'Empire alors qu'il plane à travers le champ de bataille. Il n'y a pas de retour en arrière maintenant, alors il fonce droit sur la grande armée. Avec les compétences de parade qu'il a pratiquées pendant des années, Nor commence à désarmer les troupes à gauche et à droite. Son objectif principal est juste de gagner du temps. Deridius devient fou en voyant ses troupes se faire humilier, et Nor apparaît soudainement juste devant lui. Toutes les armes que Nor apparaît plus tôt ont été projetées dans les airs, et maintenant elles retombent sur les soldats. Même les énormes boucliers ont été renversés par Nor et Deridius n'arrive tout simplement pas à comprendre comment ce gars enfreint les lois de la physique. Le chaos de Nor ne s'arrête pas et Deridius essaie maintenant de comprendre à qui il a affaire. Nor se retrouve à nouveau juste devant le visage de Deridius et il réalise que c'est le gars qui se tenait à côté de Lyn il y a quelques instants. Deridius est stupéfait, se demandant comment Nor a pu fermer une telle distance. Encore plus déroutant, Nor ignore tout le monde et se concentre uniquement sur lui. Dereidas commence à paniquer, réalisant que Nor pourrait vraiment savoir qu'il est l'empereur. Sa panique atteint un nouveau niveau lorsque Nor s'empare de lui. Le Dereidas paniqué essaie de se calmer, rappelant à son esprit ébranlé que son armure et son épée sont fabriqués à partir de certains des matériaux les plus puissants connus, alors il décide de tenir bon et de riposter. Mais avant qu'il ne puisse même balancer, Nor passe juste à côté de lui. Pensant que Nor a pris peur et s'est enfui, Dereidas ressent un bref instant de soulagement, jusqu'à ce qu'il commence à être malmené par ses propres canons. Nor se déplace sur le champ de bataille comme un fou sous l'effet de la caféine. Et la réalité s'effondre pour Dereidas. Son armée autrefois puissante est complètement dévastée, et ses boucliers supposément impénétrables qui pouvaient résister au souffle d'un dragon, maintenant ils ne sont plus que des déchets. Alors, dans une rage et une incrédulité totale, Dereidas exige de savoir qui diable est Nor. Soudain, Dereidas aperçoit la lame noire de Kless, la relique précieuse qui était autrefois exposée derrière son trône. Une vague de terreur glacée le frappe comme une gifle au visage. Cette épée est son obsession ultime, la relique de donjon qu'il désire par-dessus tout. Ce qui le rend encore plus fou, c'est que l'épée est forgée dans un métal inconnu et qu'elle est censée être incroyablement lourde et impossible à soulever pour un humain normal. Même le roi Kless, incroyablement fort, avait besoin de 2 mains pour le manier. Pourtant, voici Nor, le jetant par-dessus son épaule comme si c'était un jouet. Derrida est maintenant complètement terrifié, réalisant que Nor a, à lui seul, anéanti toute son armée et le garde probablement en vie juste pour le tourmenter. La peur l'envahit tellement qu'il se fait littéralement dessus, et il s'enfuit comme un animal effrayé, saute sur son cheval et fuit Nor aussi vite que ses sabots peuvent le porter. Puis nous revenons à la bataille du point de vue de Nor. Après avoir paré les armes des soldats, il se sentit soulagé d'avoir enfin un moment pour s'arrêter. Il avait remarqué le roi derrière lui, qui semblait n'être qu'un vieil homme ordinaire en armure brillante, et se demandait pourquoi un aîné au regard si fragile se trouvait sur le champ de bataille. Même le cheval que montait le roi était orné de brillants accessoires, mais Nor ne voyait rien de particulièrement spécial chez ce type. Alors qu'il se tenait là, il réalisa que les armes qu'il avait parées retombaient au sol. Il sortit donc de ses pensées aléatoires et se précipita pour parer à nouveau les armes avant que les soldats ne puissent les attraper. Il savait qu'il devait continuer à faire de son mieux, parant tout ce qu'il pouvait. Puis il a remarqué les cloisons de mana et a décidé de les parer aussi, même s'il n'avait aucune idée de ce qu'elles étaient. Un moment plus tard, il s'est arrêté près du roi à nouveau, se demandant toujours qui cet vieil homme pouvait être. Mais il se souvint alors que les soldats pourraient récupérer leurs armes s'ils se reposaient trop longtemps, alors il a repris à les parer de nouveau. Alors qu'il prenait un moment pour reprendre son souffle près du roi à nouveau, le roi semblait le reconnaître. Nor se demanda si ce vieil homme le connaissait vraiment et se dirigea vers lui, pensant ne l'avoir jamais vu auparavant. Mais le roi est clairement terrifié et tire son épée, prêt à se battre contre Nor. Mais Nor a décidé de ne pas s'embêter à parer l'épée du vieil homme, estimant qu'il n'était pas une véritable menace. Alors il l'a dépassé et a continué à parer les canons magiques aussi. Un instant plus tard, les canons ont atterri près du roi, et Nor a continué à parer tout ce qu'il pouvait trouver en pensant que si le vieil homme restait sur le champ de bataille, il finirait probablement par se blesser lui-même. Alors Noré s'est approché de lui une fois de plus. Le roi, tremblant, a demandé pourquoi Nor ne l'avait pas encore tué. Nor a réalisé que le vieil homme croyait qu'il était là pour lui prendre la vie, et il ne pouvait pas le blâmer de le penser, vu qu'il tenait une épée, alors il a décidé de le rassurer qu'il n'était pas là pour lui faire du mal. Alors Nor a déposé son arme, et a essayé de dire au roi de ne pas avoir peur, mais il était trop essoufflé pour parler. Il a offert un sourire pour montrer qu'il ne voulait pas faire de mal, mais le roi l'a mal interprété, prenant cela comme une menace, et s'est affalé sur son cheval, paniqué.
Nor commence alors à ressentir les effets de son déplacement rapide sur le champ de bataille, sa poitrine se resserre alors qu'il crache du sang. Les soldats de Mithras saisissent l'occasion et commencent à l'entourer, alors il réalise qu'il a été trop imprudent et il sait qu'il ne peut pas se remettre de ce niveau d'épuisement avec son sort de guérison de bas niveau. Puis, alors que les soldats se rapprochent, il ressent une vague de vertige et pense que juste à ce moment-là, une attaque à longue portée touche les soldats de Mithras et Nor y reconnaît la compétence. C'est Mec! Man est là. Gilbert arrive ensuite et utilise sa compétence Drugrave pour éliminer les soldats autour de Nor. Nour se sent soulagé de le voir, même s'il ne se souvient pas exactement de son nom. Gilbert est choqué par la destruction que Nour a causée, et peu après, Sig apparaît et s'excuse pour son retard. Nour le reconnaît alors, bien que Sig ne se souvienne pas de Nour. Néanmoins, Sig le remercie d'avoir tenu le coup et lui assure qu'ils s'occuperont du reste. Lui et Gilbert se précipitent en avant, abattant tous les soldats qu'ils rencontrent. Nour regarde, pensant que c'est le genre d'épéiste qu'il a toujours voulu être. Pendant ce temps, Saint secoue la tête, étonné que Sig se batte avec tant de fougue, même après avoir été averti de ne pas exagérer. Oken se sent submergé par le nombre d'ennemis, pensant que c'est trop à gérer. Saint fait remarquer qu'ils ne peuvent pas obtenir d'informations de cadavres, et il plaisante en disant que les vivants sont plus utiles, surtout quand on peut leur ramener leurs membres et continuer à les amputer pendant la torture. Oken a l'air horrifié et Saint rit, disant qu'il plaisante seulement. Il mentionne ensuite que les mages d'Oken devraient bientôt arriver et lui dit de se préparer. Et lorsque les mages apparaissent, Oken lance un sort appelé Terre liée, clouant les soldats au sol. Les forces de Dandog chargent ensuite, et Saint remarque qu'Oken semble s'amuser. Oken sourit et dit qu'il aime toujours un bon combat, et il décide d'ajouter les touches finales. Il piège les soldats à l'intérieur d'une cage en pierre massive, et Saint réalise que c'est maintenant son tour. Il décide donc de sauver les survivants et de les aider à trouver un meilleur chemin. Pendant ce temps, Nour est surpris de voir tous les instructeurs qui lui enseignaient réunis ici, et il est heureux de les revoir. Quelques instructeurs reconnaissent également Nour, et peu après, Lyn le soigne. Il la remercie pour son aide, mais elle lui dit de se reposer un peu plus. Mais Nour insiste sur le fait qu'il va bien maintenant, bien qu'il admette à lui-même qu'il a vraiment très faim. Sig informe alors tout le monde qu'un officier commandant a avoué lors de l'interrogatoire de Saint, révélant que Mithra n'a plus de troupes. Ils avaient tout lancé contre eux. Cependant, leur empereur semble s'être échappé. Oken est stupéfait, surpris que le vieil empereur participe même à la bataille, et il trouve ridicule qu'une personne qui se dit sage fasse un geste aussi imprudent. Alors il se demande à haute voix si le vieux bonhomme perd la tête, et Nour se rend soudain compte qu'il parle du vieil homme en armure brillante qu'il a vu plus tôt. Oken a l'air surpris et demande s'il sait de qui il parle. Et Nour explique qu'il a rencontré l'homme il y a peu de temps portant une armure brillante, une armure si éclatante que même son cheval en était couvert, donc ils étaient difficiles à manquer. Oken met les pièces ensemble et réalise que l'empereur devait utiliser une armure en orichalque, un équipement de haute qualité capable de supporter une large gamme de compétences. Il serait logique que l'empereur s'enfuit si rapidement si son cheval était équipé de cela. Sig ajoute qu'ils ne pourront pas le poursuivre s'il traverse la frontière, car il y a une forteresse et un pont enjambant un ravin là-bas. Puis Oken soupire, disant qu'ils n'ont aucun espoir de le rattraper par des moyens normaux, et il mentionne qu'il pourrait être possible de le faire s'il pouvait voler. Alors Nour déclare calmement qu'il pourrait effectivement être capable de faire exactement cela. Tout le monde est choqué, mais il ajoute que ce ne serait possible que si une certaine créature est encore vivante. Un peu plus tard, il se dirige vers l'endroit où le dragon est tombé. Oken et Saint sont ravis de voir une créature aussi magnifique de près. Saint s'émerveille que ce soit la première fois qu'il est chargé de guérir quelque chose d'aussi énorme, et il se met au travail, se concentrant sur la restauration du corps du dragon. Il parvient à réparer ses blessures externes, mais a besoin de plus de temps pour guérir ses blessures internes. Puis, alors qu'il travaille, il mentionne à Nour qu'il a beaucoup grandi, et Oken est surpris d'apprendre que ce jeune homme est Nour. Nour répond que cela fait longtemps qu'il ne les a pas vus pour la dernière fois. Oken trouve cela un peu impoli, et déclare qu'il prévoit de vivre encore 100 ans. Nour pense qu'il doit plaisanter, mais le vieil homme est tout à fait sérieux. Oken demande alors à Nour s'il est certain de vouloir soigner la bête, et Nour lui dit de ne pas s'inquiéter, ils ont Rollo avec eux. Oken, se tournant vers Rollo, lui demande s'il se sent confiant dans ses capacités, mais Rollo admet qu'il n'est pas du tout confiant, ce qui rend Oken un peu mal à l'aise. Nour le rassure que tout ira bien, et le dragon se réveille soudainement. Nour demande à Rollo de commencer à communiquer avec lui, et le dragon pousse un puissant rugissement. Nour sent tout de suite que le dragon est en colère, et Rollo est surpris que Nour puisse le ressentir. Nour explique qu'il a grandi dans les montagnes, donc il peut au moins sentir l'humeur du dragon. Rollo traduit ensuite que le dragon veut se venger et qu'il veut que Nour donne l'ordre. Oken est stupéfait d'apprendre que Rollo a autant de contrôle sur le dragon. Rollo essaie rapidement de clarifier que ce n'est pas lui que le dragon considère comme son maître, mais Nor. Mais avant qu'il puisse finir, le dragon rugit à nouveau et Rollo leur dit qu'il veut partir tout de suite.
Nor dit à tout le monde qu'il vient de se préparer et Lan et Inès avancent. Nor est surpris qu'ils se joignent aussi et ils expliquent que Rollo doit monter sur le dragon car personne d'autre ne peut communiquer avec lui et ils seront là pour le protéger. Lin se demande si Nor va les rejoindre et Nor hésite car il ne veut vraiment pas y aller parce qu'il a peur des hauteurs, mais il sait que tout ce plan était son idée depuis le début et reculer maintenant n'est pas une option. Alors, il dit à Lin qu'il ira avec eux, et elle est contente de l'entendre, disant que l'avoir avec eux serait comme avoir la force de 100 hommes. Sain ajoute qu'il vient aussi, car il a la responsabilité de s'occuper de son patient jusqu'à la fin. Karou est aussi là et impatient de rejoindre, ce qui enthousiasme Nor de voir un autre de ses instructeurs. Karou explique qu'ils auront besoin d'une compétence de dissimulation pour monter quelque chose d'aussi grand, il se porte donc volontaire pour s'en occuper. Oken veut venir aussi, mais Sain lui dit de rester derrière et de surveiller sa cage de pierre, laissant à Oken pas d'autre choix que d'accepter. Ensuite, le roi Kless et son fils, Rin, arrivent, et Lin est soulagé de voir qu'ils sont tous les deux en sécurité, et ils sont à leur tour heureux de l'avoir indemne. Inès demande alors à Rihen de la punir pour avoir désobéi à son ordre, mais Rin balaye cela d'un revers de main, admettant qu'il était en faute de donner un ordre aussi stupide, et il est simplement heureux qu'elle soit de retour. Rihen décide alors de monter aussi le dragon, notant qu'ils auront besoin d'un négociateur. Tout le monde monte sur le dragon, et le roi met Rin en charge de la prise de décision, demandant à Nor de protéger ses enfants. Nor accepte, puis, alors que Dandolm et Sig aperçoivent le dragon dans le ciel, Dandolm demande à Sig s'il est d'accord pour ne rien dire à Nor, surtout après l'avoir enfin trouvé après si longtemps. Sig répond qu'il est d'accord et mentionne que Nor n'a jamais eu besoin qu'il joue un rôle dans sa vie. Il réfléchit que l'idée de prendre Nor et de l'élever a toujours été ridicule, et Dandolm est d'accord parce qu'il voit Nor comme un héros tout droit sorti des légendes. Sig se souvient alors d'avoir vu les armes de l'armée voler de loin, et admet qu'il a honte de sa propre paresse. Il réalise qu'il n'aurait pas dû perdre son temps à penser qu'il pouvait former les autres, et décide qu'il est temps de se réentraîner. Dandolm note alors que Sig semble étonnamment heureux pour quelqu'un qui prétend avoir honte. Sig rit et dit que c'est naturel vu le spectacle que Nor vient de leur offrir, et Dandolm acquiesce. Ensuite, nous passons à Nor et les autres qui cherchent Deridas, mais ils ont du mal à le localiser. Ils se demandent s'il a déjà traversé la frontière quand ils aperçoivent un pont devant. Karou explique alors que la terre au-delà du pont est sous le contrôle de l'Empire et met en garde contre le fait d'avancer tête baissée. Il suggère qu'il retourne, mais laisse la décision finale à Rin. Mais avant que Rin ne puisse répondre, Lin remarque quelque chose se déplacer rapidement sur le pont, et il voit que c'est Deridas. Karou observe que Deridas approche des défenses de la capitale, et avertit que s'ils entrent sur le territoire de l'Empire, ils ne reviendront pas en un seul morceau. Il souligne qu'ils sont actuellement dissimulés par la magie, mais que cela perdra son effet dès que l'ennemi deviendra conscient de leur présence. Rihan comprend cela, mais est déterminé à ne pas laisser l'empereur s'échapper, car il sait que Mitra a accès à des outils magiques puissants. Et si Deridas s'échappe, il pourrait les utiliser pour renforcer leur puissance militaire, alors il refuse de donner à Deridas le temps de se regrouper. Inès demande alors la permission à Rin et Lin d'effacer toute la zone, donc Lin pense qu'Inès doit être furieuse après ce qui est arrivé à la capitale. Inès suggère alors qu'il serait intelligent de détruire les défenses du fort à l'avance, tant qu'ils en ont l'occasion. Rihan est d'accord, et Inès utilise son épée divine pour attaquer le fort, et avec l'aide de Karou, elle détruit tout le fort en quelques secondes, sécurisant leur route de fuite. Rihan est content, et dit à Lin que leurs actions à partir de maintenant détermineront le cours de la guerre, alors il lui demande si elle est prête pour ce qui va arriver. Lin répond qu'elle est prête et croit que tout le monde ici a des pouvoirs bien au-delà de l'ordinaire. Elle se sent également confiante qu'il n'y a rien à craindre tant qu'ils sont ensemble et se sent encore plus assurée avec Nor à leur côté. Elle pense alors que Nor doit planifier quelque chose de grand même pendant qu'il parle, mais en réalité, Nor a tellement peur des hauteurs qu'il s'est déjà évanoui. Une fois que l'empereur revient enfin au fort, sa terreur initiale se transforme en fureur, alors qu'il se remémore l'humiliation totale qu'il vient de subir. Puis, alors qu'il passe devant ses officiers, ils ne peuvent s'empêcher de remarquer son apparence négligée et lui demandent pourquoi il est couvert de boue et sans lapis. Alors l'empereur enragé commence à râler, blâmant ses soldats pour leur échec à gagner, malgré tout l'équipement de haute technologie à leur disposition. Mais sa tirade est brusquement interrompue lorsqu'un des fonctionnaires aperçoit quelque chose par la fenêtre. L'empereur lève les yeux et sa peur revient instantanément lorsqu'il voit le dragon de la calamité voler droit vers l'Empire. La panique le saisit. Il ne peut pas comprendre comment le dragon est encore vivant alors que le rayon laser aurait dû l'annihiler. Puis ça le frappe. Ça doit être Saint Seiya qui a ressuscité la bête d'une manière ou d'une autre, mais même dans ce cas, il n'y a aucun moyen qu'ils aient pu faire attaquer le dragon contre lui à moins que quelqu'un ne le contrôle. Avec une pointe de frénésie dans la voix, il exige de savoir où se trouve le dompteur de bêtes qu'il a engagé, et l'un des responsables l'informe nerveusement que Maître Loud a déjà quitté l'Empire. Le visage de l'empereur se tord de fureur lorsqu'il conclut que Loud a dû le trahir. Alors il commence à piquer une crise de colère. Randiz intervient alors, essayant de le calmer, insistant sur le fait que crier ne résoudra rien. Mais l'empereur se retourne contre lui, criant à Randiz d'arrêter d'être inutile et de faire quelque chose pour sauver l'Empire.
Randiz accepte ensuite et s'éloigne, mais son expression montre qu'il en a assez des bêtises de l'empereur. Pendant ce temps, l'empereur donne des ordres pour que les autres préparent Keranos. Il veut l'utiliser pour faire tomber le dragon du ciel. Les officiers protestent immédiatement, lui rappelant que Keranos est encore en phase de test et que tirer maintenant pourrait détruire une grande partie de la ville. Mais l'empereur s'en fiche et envoie l'un d'eux valser à travers la pièce de rage. Il argumente ensuite qu'ils n'ont pas d'autres options, s'ils ne font rien, le dragon détruira la ville de toute façon. Il insiste donc sur le fait qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter des dommages collatéraux, et si nécessaire, ils peuvent utiliser le système de ciblage de mana pour viser précisément. Les responsables, n'ayant d'autre choix que d'obéir, exécutent les ordres de l'empereur, plongeant ainsi toute la ville dans l'obscurité, alors que le canon laser de Keranos se verrouille sur la signature de mana du dragon. L'empereur regarde avec confiance, certain que cela va détruire la bête. Après tout, c'est l'arme la plus puissante que son empire ait jamais créée. Le laser tire alors, traversant le ciel directement vers le dragon. Mais à la surprise générale, quelque chose sur la tête du dragon dévie le rayon, le faisant dévier de sa trajectoire. Le visage de l'empereur se tord d'incrédulité, et la situation empire encore lorsque les réglages de suivi du mana se retournent contre eux, redirigeant les faisceaux laser vers les propres générateurs de mana de l'Empire. Et sans cela, l'Empire se retrouve complètement sans défense. L'empereur blâme alors furieusement les responsables, bien qu'il soit celui qui a ordonné de tirer la première arme. Alors, un par un, les responsables en ont assez et démissionnent sur le champ, l'abandonnant à regarder impuissant son empire s'effondrer et brûler. Quelques instants plus tôt, le groupe s'approchait de l'Empire sur le dos du dragon lorsque Nor a soudainement senti quelque chose venir. Et c'était un rayon laser bien plus puissant que le précédent. Alors, sans avoir le temps d'esquiver, Nor, sans hésitation, a sauté en avant et paré le tir. Il a réussi à le détourner, mais ne pouvant pas voler, il a fini par s'écraser directement dans le château de l'Empereur. À l'intérieur, l'Empereur se retrouve entouré par des Randis et quelques chevaliers qui en ont également assez de lui. L'Empereur exige de savoir ce que Randiz pense faire. Alors Randiz explique calmement que pour sauver l'Empire, il doit éliminer sa plus grande menace, l'empereur lui-même. L'empereur crie alors désespérément pour que quelqu'un, n'importe qui, le sauve, mais il ne reste plus personne pour obéir à ses ordres. Alors, il semble que sa fin soit certaine, mais juste au moment où Randiz se prépare à frapper, Nor traverse le plafond et atterrit directement dans la salle du trône de l'empereur. Nor regarde autour de lui, momentanément étourdi, et s'émerveille de la chance qu'il a eue d'atterrir exactement là où il devait être. Randiz lève alors son épée, regardant Nor attentivement, et lui demande s'il a l'intention de protéger l'empereur. Nor, imperturbable, répond qu'il ne se soucie pas de l'empereur, mais il ne pense pas non plus que ce soit juste que ses chevaliers le tuent. Alors, l'un des chevaliers sort rapidement une arme et tire sur l'empereur, mais Nor dévie le tir avec aisance et doucement. Abaisse la tête de l'empereur au sol pour le protéger. Randius et ses hommes, réalisant l'habileté de Nor, décident de le charger tous en même temps, mais Nor part habilement chacune de leurs attaques sans transpirer. Randius tente alors de le raisonner en disant que l'empereur a condamné son propre pays et doit expier par sa vie. Mais voilà qu'un autre chevalier lance une bombe, visant à exécuter l'empereur. Mais Nor repère la menace à temps et donne calmement un coup de pied à l'empereur pour l'écarter du danger, l'envoyant rouler contre le mur mais indemne. Alors que l'empereur est suspendu là, Nor s'interroge sur la détermination des chevaliers d'Erita à vouloir tuer leur propre dirigeant. Un des chevaliers souligne que Nor a déjà fait plus de dégâts à l'empereur qu'aucun d'entre eux. Pourtant, Randius insiste sur le fait que l'empereur doit mourir et lance plusieurs autres bombes. Mais Nor anticipe l'attaque, attrape l'empereur par la jambe et le pose doucement au sol à nouveau. Nor propose alors que, puisque l'empereur est déjà assez âgé, il pourrait simplement l'emprisonner et laisser la nature suivre son cours. Mais Randius rejette l'idée, expliquant qu'avec l'ennemi déjà à l'intérieur de l'Empire et le dragon du Calamité approchant, ils doivent tuer l'empereur immédiatement pour signaler leur intention de se rendre. Mais soudain, une voix intervient, disant que tuer l'empereur ne sera pas nécessaire car il ne peut pas souffrir pour ses crimes s'il est déjà mort. C'est Réan, qui vient d'arriver avec les autres. Il remercie ensuite Nor pour ses efforts, mais insiste sur le fait qu'à partir de maintenant, il gérera les choses lui-même. Il demande ensuite à Lyn de soigner Nor au cas où il se blesserait en tombant, alors Nor et Lyn hochent la tête et quittent discrètement la salle du trône, laissant à Réan l'espace pour prendre les commandes. Réan se tourne vers les chevaliers, les assurant qu'ils n'ont rien à craindre, il ne leur en veut pas et aucun mal ne leur sera fait. L'empereur, cependant, ne sera pas aussi chanceux. L'empereur supplie alors Réan, implorant désespérément sa miséricorde. À la surprise générale, Réan accepte de l'épargner, mais seulement sous certaines conditions. Il explique que, en raison des actions imprudentes de l'empereur, de nombreuses personnes du royaume ont été écrasées sous les décombres, brûlées vives dans des incendies ou déchirées par des bêtes sauvages. Réan déclare qu'il est prêt à pardonner à l'empereur, mais seulement s'il est prêt à endurer la même douleur qu'il a infligée aux autres. Cela ouvrirait la voie à des pourparlers de paix multinationaux et à des réparations pour mettre fin à la guerre. Réan demande donc si quelqu'un s'y oppose, mais personne n'est du côté de l'empereur. Il est convenu que l'empereur doit subir le même tourment qu'il a causé. L'empereur regarde autour de lui, confus et terrifié, incapable de comprendre comment il pourrait survivre à une telle souffrance. Alors Stein s'avance, expliquant calmement que peu importe combien de fois les os de l'empereur sont brisés ou ses entrailles ouvertes,
Stein sera là pour le rafistoler, assurant que la torture continue. Et si l'empereur perd connaissance à cause de la douleur, Karu s'assurera qu'il se réveille immédiatement. L'empereur est paralysé par la peur, encore plus terrifié qu'avant, et il se fait pipi dessus. Rhéan, remarquant cela, précise qu'il ne prend aucun plaisir à torturer qui que ce soit, mais il insiste sur le fait que l'empereur doit vraiment comprendre la souffrance qu'il a causée pour une rancune mesquine. En fait, Rhéan pense qu'il est assez indulgent avec la punition. Alors que cela se passe à l'intérieur, Nor termine de se faire soigner par Lyn et se sent beaucoup mieux. Mais en regardant l'Empire, il ne peut s'empêcher de se sentir coupable des dégâts qu'il a causés en détournant le laser. Sentant sa détresse, Lyn le rassure, lui rappelant qu'il n'a agi que pour les protéger de l'explosion. Et puis, personne n'est mort à cause des dégâts, parce que les lasers ont seulement touché les générateurs de mana de l'Empire. Elle explique que les zones à haute concentration de mana étaient inoccupées, donc personne n'aurait été près des générateurs lorsqu'ils ont été détruits, mais elle admet que leur destruction aura tout de même un impact significatif sur la vie des gens. Juste à ce moment-là, Rhéan, Karu et Stein reviennent en annonçant qu'ils ont trouvé un accord et qu'à partir de maintenant, l'Empire et le Royaume se concentreront sur la reconstruction après-guerre. Nor n'est pas surpris que la guerre soit terminée si rapidement alors qu'elle semble commencer, alors il demande curieusement ce qui est arrivé à l'empereur. Alors Rhéan explique que l'empereur a abdiqué le trône et que son petit enfant sera probablement nommé nouvel empereur. Cependant, l'enfant n'a que 10 ans, donc en attendant, un tuteur sera nommé pour régner en son nom. Il a été décidé que les chevaliers seront en charge jusqu'à ce que le jeune héritier soit assez âgé pour prendre le trône. Juste à ce moment-là, les chevaliers sortent du château et la première chose que Randus fait est de s'excuser auprès de Nor pour l'avoir attaqué plus tôt. Il offre de faire tout ce qu'il faut pour réparer les choses, mais Nor l'écarte en disant que cela ne le dérange pas vraiment, il n'y a donc pas besoin que Randus s'en inquiète. Soulagé que Nor ne soit pas contrarié, Randes ajoute en geste de bonne volonté que si Nor a jamais besoin d'aide, lui et les autres chevaliers n'hésiteront pas à l'aider de toutes les manières possibles. Mais Nor sourit et lui dit qu'il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin, ajoutant qu'il devrait être celui qui s'excuse pour les dégâts qu'il a causés à la ville. Rand lui assure qu'il n'y a aucune raison de se sentir coupable, car la destruction est une conséquence directe des actions de l'ancien empereur. Il souligne qu'il n'y a eu aucun rapport de victimes ou de blessés à cause de l'explosion, donc c'est juste une question de reconstruction. De plus, les crimes commis par l'Empire contre le Royaume sont bien pires en comparaison. Pourtant, Nor insiste pour offrir son aide de toutes les manières possibles, même si c'est juste pour déblayer les décombres. Mais avant qu'il ne puisse continuer, le dragon commence à s'ennuyer, alors ils montent tous sur son dos et s'envolent pour retourner au royaume. Mais malgré ses efforts, Nor ne peut toujours pas surmonter sa réticence à voler. À leur retour, ils sont accueillis par le roi, qui s'excuse immédiatement d'avoir laissé Rhéan gérer toutes les négociations tout seul. Il exprime son désir d'être informé des détails plus tard, mais d'abord, il souhaite remercier leur sauveur. Rhéan est d'accord, affirmant que Nor a pratiquement sauvé toute la capitale à lui seul et mérite une récompense appropriée. Cependant, Nor les interrompt rapidement, insistant sur le fait qu'il n'a pas besoin de récompense. Le roi, comprenant que Nor n'est pas motivé par des désirs matériels, répond qu'il ne peut tout simplement pas laisser Nor partir sans une forme de reconnaissance. Après tout, il a sauvé tout le pays. Nor sait qu'il est d'usage de recevoir une récompense dans une situation comme celle-ci, mais il ne peut honnêtement penser à rien qu'il désire vraiment. Puis, il baisse les yeux vers Rollo et a soudain une idée. Il lève les yeux vers le roi et annonce qu'il y a effectivement quelque chose qu'il aimerait. Le roi, soulagé d'apprendre que Nor a une demande avec empressement ce que c'est. Nor explique donc qu'il veut que Rollo, un enfant démon abandonné sans endroit où aller, soit pris en charge. Et il demande que Rollo soit autorisé à vivre dans la capitale comme un citoyen ordinaire. Nor avoue qu'il a envisagé de prendre Rollo chez lui, mais il mène une vie modeste, donc il pense que Rollo serait bien mieux pris en charge par une famille riche. Nor suggère que ce serait formidable si le roi pouvait fournir à Rollo un petit terrain et une maison. Le roi écoute attentivement et comprend la demande. Mais il y a un problème. La sainte théocratie de Mithril a désigné tous les démoniaques comme ennemis, donc accepter Rollo comme citoyen, pour étendre leurs relations diplomatiques avec Mithril. Le roi est sur le point de suggérer que Nor fasse une autre demande, mais Nor l'interrompt en disant qu'il ne veut rien d'autre que la sécurité de Rollo. Il ajoute que si le roi a l'intention d'offrir autre chose, il serait préférable de rediriger ses ressources vers la reconstruction du royaume. Le roi, stupéfait par la détermination de Nor, ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Rollo lève les yeux vers Nor et est soudain frappé par un flashback, le moment où il était sur le point d'être tué par le dragon grenouille. Il se rappelle comment il avait désespérément souhaité une vie meilleure, une vie où il ne souffrirait pas autant et pourrait peut-être même profiter de délicieux repas. Mais il n'a jamais vraiment cru qu'un tel rêve pourrait se réaliser. Plus tard, Rollo se réveille dans un lit chaud et se retrouve bientôt à une table de dîner avec Inès, qui lui dit qu'il restera avec elle pour le moment. Rollo n'est pas sûr de quoi dire, alors Inès sourit doucement et l'encourage à manger sa nourriture avant qu'elle ne refroidisse. Mais Rollo est toujours sous le choc, il n'avait même pas envisagé que tout cela était pour lui. Pour la première fois de sa vie, il reçoit de la nourriture fraîche, non pourrie. Et alors qu'il prend sa première bouchée, il commence à pleurer avec un sourire qui se répand sur son visage disant que c'est trop délicieux.
C'est tout pour cette vidéo les amis. Si vous aimez cette nouvelle série, laissez un pouce bleu pour le prochain épisode et abonnez-vous pour plus de contenu d'anime. Merci d'avoir regardé, au revoir.